Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette table ronde qui, AFCAE, ADRC, nous avons voulu qu'elle se déroule en deux temps en fait. La première donnant le point de vue des exploitants, la deuxième celui des distributeurs, ce qui n'empêchera pas d'avoir une discussion à l'occasion entre nous, c'est-à-dire on n'est pas limité, voilà. Donc c'est cet échange qui sera intéressant et on l'a voulu autour de témoignages aussi, c'est ça qui est important, d'expérience, de témoignages et c'est toute cette idée qui est importante pour nous. Alors la première consacrée, alors cette table ronde est filmée, je voulais aussi remercier notre partenaire qui est Box Office. Voilà, et juste dire que la première table ronde qui sera consacrée à l'exploitation sera animée par Charlotte Garçon, qui vous présentera les différents intervenants. Je vais passer la parole peut-être à Rodolphe, si tu peux dire quelques mots sur la seconde. Merci Eric, on est ravis de ce partenariat avec l'AFCAE, avec le Festival de La Rochelle, et de pouvoir vous proposer cette table ronde. En effet, le deuxième temps sera consacré à la distribution et aux conditions de la reprise en particulier. Et on a le plaisir d'accueillir plusieurs distributeurs avec lesquels on travaille régulièrement. Voilà, on vous souhaite une bonne séance. Bonjour, bienvenue pendant cette heure digestive. J'espère que vous vous endormirez pas tous parce qu'une grande partie de cette table ronde va consister à un échange avec la salle. Attendez, je mets un chronomètre. Et donc je suis en présence, oui, tout le monde est là, de Stéphanie Vigier, qui est la déléguée générale des CINA, c'est-à-dire les cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine. Donc on a constitué un panel, vous allez voir, avec des gens très différents, puisque l'idée c'est qu'il y ait des structures différentes et qu'on fasse une sorte de partage d'expérience de comment est-ce que le cinéma de patrimoine, qu'on n'appellera peut-être pas comme ça, dans les cinémas, comment il peut trouver une place dans vos programmations respectives et voilà, et comment il peut aussi contribuer à une forme de fidélisation ou au contraire d'organisation d'événements dans des structures très différentes. On sait très bien que chacun d'entre vous a soit une salle, soit une structure qui est quasiment prototypique à chaque fois, donc il ne s'agit pas de créer des modèles qui seraient transplantables facilement, mais vraiment de partager des expériences. On va faire comme s'il n'y avait pas eu le confinement, et parce que peut-être que vous avez changé de braquet sur certaines politiques quant au patrimoine, mais là, c'était pas l'idée de faire ce retour post-confinement. Donc je suis donc avec Stéphanie Vigier, à côté d'elle, Jacques Boulet du Parvis d'Ibos, dans les Pyrénées, à côté de Tarbes. Sabine Poutorti, vous êtes de l'Institut de l'image à Aix, en Provence, pardon. Et Fabien David du cinéma Le Bourguet de Forcalquier. Alors on n'a pas dit Ibos, c'est à peu près 3000 habitants, je crois, oui, c'est ça, on est la ville. Ah oui, chacun doit prendre un micro du coup tout de suite. Oui. Sabine. On est en périphérie de Tarbes, en fait. Et Forcalquier, c'est à peu près 5000, non ? 5000 habitants dans les Alpes de Haute-Provence, oui. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous présentiez un tout petit peu votre établissement, mais rapidement, et surtout, tout de suite, disons, l'esprit dans lequel vous présentez des films de patrimoine et peut-être déjà la façon dont dans votre programme à RSS s'intègrent des classiques, des films de genre. Voilà. Alors, je ne sais pas qui
Par qui commencer? Peut-être Sabine. Bon, parce que celle qui a l'air la moins prête. Nous, en fait, on fait que du patrimoine. Donc, c'est pas comment ça s'intègre. C'est exclusivement patrimoine, avec chaque mois une thématique. Donc là, vous m'aviez demandé de prendre des programmes. Donc voilà, j'en ai pris vraiment un peu au hasard, mais voilà. Donc le plus souvent consacré à un réalisateur ou une réalisatrice, ou alors un acteur, et parfois, et ça j'aime beaucoup, c'est très amusant et très intéressant, parfois des thématiques. Et puis à l'intérieur de ce programme, il y a un partenariat très fort avec l'université d'Aix-en-Provence, la section cinéma, qui donne un cours tous les mardis après-midi. Et puis il y a un travail évidemment local avec toutes les associations pour des soirées ponctuelles qui permettent de programmer des films hors, on va dire, cycle. Et puis de plus en plus, l'idée, comme les films qui ressortent sont très nombreux, d'avoir nommé des coups de cœur pour rajouter, en plus de la programmation, certains autres films. Mais c'est vrai qu'on reste attaché à l'idée de donner le temps au spectateur de découvrir une œuvre et de se faire sa propre cinéphilie. Et donc, bon voilà, alors on les a déjà fait beaucoup, hein, voilà, Piala va ressortir, mais ça a déjà été fait depuis pas mal de temps. Kirk Douglas... bon, Pabst l'année dernière, David Lynch, Peckinpah, Julien Duvivier, mais parfois Planète Science-Fiction, une thématique que vraiment j'ai beaucoup aimée, qui a été presque arrêtée avec le confinement, mais on a presque pu la mener jusqu'au bout, Black Films Matter l'année dernière, et qui était une bonne manière d'amener un jeune public avec des films plus récents à redécouvrir après des films plus anciens. Voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est que vraiment le public puisse se forger sa culture par lui-même. Et que quand il y a 12 films qui sont programmés dans le mois d'un même auteur, eh ben, on les invite à aller en voir le plus possible. Et puis à la fin, je pense qu'ils commencent par comprendre, à déceler des thématiques, à déceler un style, à se faire son idée du cinéma. Voilà. Et l'accompagnement L'accompagnement, c'est soit rien du tout pour les laisser tranquilles, parce que je pense que c'est important aussi d'aller au cinéma comme ça le mardi après-midi à 16h et voilà, on ressort. Soit évidemment des critiques qu'on invite et là qui accompagnent soit 2 ou 3 films dans l'après-midi, soit une conférence et un film. Soit après, on passe par, mais je ne vais pas être la seule, hein, vous allez le faire aussi, par des étudiants, des jeunes qui sont un peu leaders, et c'est eux qui proposent la séance. Et du coup, ils invitent un groupe à venir. Et là, pareil, présenté quand même par... oui, moi, je trouve que les critiques, c'est bien quand même. Ça continue à être pertinent pour accompagner un film et permettre une lecture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma, vraiment. C'est-à-dire qu'on garde des discussions de cinéma. Alors après, toutes les soirées un peu thématiques qu'on attrape par le biais des thèmes, moi, j'essaie toujours qu'on ramène au cinéma dans les discussions, quoi. C'est-à-dire à tout, quoi. Le fond, la forme, ce qu'ont ressenti les spectateurs, et puis d'instaurer un dialogue dans la salle. Et ça, j'en suis quand même assez contente, parce que je trouve qu'au fur et à mesure des années, les gens, ils s'écoutent mieux parler dans la salle et ils se répondent. C'est faire comme si on allait au café après le cinéma, mais au lieu que c'est dans la salle, et que du coup, les gens, ils arrivent à dire ce qu'ils ont pensé, s'ils ne sont pas d'accord. Et voilà, de les inviter quand même à s'exprimer comme ça, quoi. Formation de public. Ouais. Peut-être Stéphanie, comme c'est un cas un petit peu particulier, puisque vous coordonnez, vous avez plus de 100 adhérents, 125, 127 nous, on a 141 adhérents. 141, ça a encore augmenté. 141 adhérents, donc 133 établissements cinématographiques et 8 réseaux de salles départementaux. Donc on a à peu près un peu plus des 3/4 des salles classées A et C de la Nouvelle-Aquitaine qui sont adhérentes à l'association. Et donc vous organisez des circulations? Alors nous, c'est particulier parce que donc nous on n'intervient pas que sur le cinéma de répertoire, donc on intervient sur tous les champs cinématographiques, donc le court-métrage, le jeune public, le documentaire, le répertoire, et on a une mission d'accompagnement des films soutenus financièrement par la région. Donc ça, c'est à peu près 80% de nos activités. Après, sur les 20% qui restent, on a des missions plus structurelles et politiques. Mais au niveau de la diffusion, le cinéma de répertoire, ça reste quand même quelque chose d'assez important au niveau de l'association. C'est un héritage, en fait. L'association SINA, c'est une association assez récente. Elle a été créée il y a 3 ans, de la fusion de 3 associations des ex-régions.
donc le Poitou-Charentes, le Limousin et l'Aquitaine. Et 2 de ces associations d'ex-régions portaient déjà elles-mêmes un travail sur le cinéma de répertoire. Donc lorsque les associations ont fusionné pour créer l'association CINA, il était évident que le travail sur les répertoires allait continuer. Donc ce travail, il passe par... en fait, l'envie, c'est de mettre le pied à l'étrier de salles. Il ne faut pas oublier que nous, au niveau de CINA, on a 88% des salles adhérentes qui sont des mono-écrans ou des salles de 2 écrans. Et le tout en milieu rural. Donc proposer du cinéma de répertoire, ce n'est pas forcément ce qui est le plus naturel pour les salles. Donc le but de l'association régionale, c'est de pouvoir mettre le pied à l'étrier de ces salles pour qu'ensuite elles puissent s'emparer des programmations que l'on peut proposer et qu'elles puissent aller plus loin dans cette programmation de répertoire. Donc de mettre en place des festivals, de mettre en place des ciné-clubs, de mettre en place un rendez-vous en fait régulier autour du cinéma de répertoire. Donc pour ça, on leur propose un dispositif qui s'appelle Ciné-Mémoire. Donc il y a 2 périodes dans Ciné-Mémoire. Il y a une période de septembre à janvier, une période de février à juin, où on va leur proposer donc des films. Il y en a à peu près 2 par mois. D'accord. Alors les films qui sont présentés sur Ciné-Mémoire, on les propose également en journée professionnelle. Nous, on a une grosse activité de journée professionnelle envers nos adhérents. On a entre 25 et 30 journées professionnelles dans l'année. Donc à chaque journée professionnelle, on va essayer de proposer un film de répertoire. Donc souvent un qui est présenté dans le cadre de notre dispositif, mais pas que. Donc on travaille évidemment avec la DRC, avec l'AFCAE. On essaye de jouer sur des films quand même d'actualité pour qu'il y ait quand même cette notion, on va dire, de sortie un peu nationale qui peuvent plaire aux d'actualité dans le sens de restauration, des ressorties, l'actualité des ressorties des films de répertoire. Voilà. Après, on joue sur le répertoire en créant des passerelles avec nos autres dispositifs. Par exemple, sur le mois du DOC, on est coordinateur régional pour toute la partie salle de cinéma sur la Nouvelle-Aquitaine. On va proposer, dans les films documentaires, on va toujours proposer un volet répertoire. On a également un gros accompagnement autour des films jeunes publics. Donc on accompagne à peu près pas loin d'une trentaine de films jeunes publics à l'année. Donc on va toujours avoir, sur les 2 périodes d'accompagnement de films jeunes publics, une proposition envers le répertoire. Voilà. Et est-ce que vous constatez, parce que vous dites mettre le pied à l'étrier, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne parce que très souvent les cinémas vont mettre en place des festivals, donc ils vont y intégrer un volet répertoire qui est très souvent le dispositif Ciné-Mémoire. Ça leur permet également ensuite de se tourner vers des festivals comme Play It Again. Alors on a un exemple bien spécifique cette année. On a choisi sur Play It Again d'accompagner un film de la sélection qui est Akira, puisqu'on travaille comme à peu près toutes les salles de France sur le public 15-25 pour essayer de le faire revenir dans les salles. Et on s'est dit qu'on allait cette année essayer de travailler non seulement un film pour ce public jeune, mais également un film de répertoire. On s'est dit on va accompagner financièrement ce film-là, on va prendre une part de l'intervenant en charge, et on s'est dit ça va tourner sur 2-3 salles, grand maximum. On a plus de 20 salles qui sont inscrites sur cet accompagnement-là. Donc ça fonctionne. On est très étonnés, mais ça fonctionne. C'est quelque chose de nouveau. On va le reproduire pour l'année prochaine. Mais en tout cas, on est vraiment très heureux de cette expérience-là, parce qu'on était parti sur une tournée de 3-4 salles, et on va tourner sur 15-20 salles. Fabien, donc toi c'est un mono-écran. Alors on est dans une toute autre... échelle, comment tu travailles? Ouais, donc Forcalquier est une petite ville dans un territoire plutôt rural. Le cinéma est à Réessé depuis longtemps. Il est situé dans une ancienne chapelle au cœur du village. Et c'est vrai que c'est toujours important de distinguer bien la situation des différents cinémas, puisque à la fois ce qui est vrai ici ne l'est pas forcément là. On n'a pas non plus le même héritage dans l'histoire du cinéma. Et c'est important, je pense, quand on arrive dans un lieu, moi ça fait 5 ans que je suis à Forcalquier, d'être extrêmement réceptif justement aux possibilités et de s'engouffrer dans la brèche dès lors qu'on sent que quelque chose est possible. Moi je ne pensais pas forcément, même si mon goût m'y portait à programmer beaucoup de films de patrimoine, je ne pensais pas pouvoir en programmer autant aussi vite, mais j'ai senti qu'il y avait une vraie réceptivité à ça, qui est liée aussi au travail qui est fait de manière générale sur le cinéma, et que Madame Stéphanie parlait de jeter des passerelles entre les choses. Et je pense que notre boulot, il est là, précisément, d'établir des connexions entre le cinéma contemporain, l'histoire du cinéma, et que les spectateurs et les spectatrices ne demandent pas mieux que le programmateur, je pense, établisse ces connexions pour elle et pour lui. Et à partir de là, je pense qu'il y a vraiment moyen
dès lors que les gens prennent date d'une semaine sur l'autre et que ça s'inscrit dans un cycle, de faire pas mal de choses. Moi, je l'ai constaté en tout cas de mon côté. Et parce que voilà. tu dis réceptivité, mais concrètement, quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu constates quel fil tu pouvais tirer? Notamment le succès qui était fait à certains films contemporains, qui, moi, me semblait plutôt exigeant. Ce que j'ai vite constaté, c'est que des films à réessai d'une certaine exigence marchaient mieux que des films dits grand public, et qu'à partir de là, on sent qu'en discutant avec les gens aussi, quelles sont l'histoire ou celle des associations, le passé des associations extrêmement présentes, actives, qui mobilisent aussi leurs adhérents pour aller au cinéma ou des choses comme ça, on sent qu'il y a une sensibilité qui existe, une multitude de sensibilités, et qu'à partir de là, ça faisait 6 mois que j'étais à Fort-Calquier et j'ai senti que je pouvais me lancer dans un cycle Chris Marker. Je ne pense pas qu'on l'aurait fait n'importe où, ou en tout cas que tout le monde s'y serait risqué. Et de fait, c'est un cycle qui a très très bien marché d'emblée. Donc à partir de là, on prend des risques supplémentaires, on tente des choses, et puis ça se met en place. Et il y a surtout une relation de confiance qui s'établit à la fois sur les films contemporains et sur le film patrimoine, dans la mesure où un accompagnement spécifique existe et que ces connexions dont je parle, elles sont établies par le programmateur lui-même, soit au sein de son programme, au sein de sa programmation et lors de la présentation des films de patrimoine. Je ne présente aucun film de patrimoine sans présenter à minima le film personnellement, en invitant des critiques ou d'autres personnes à même de le faire, mais en tout cas, chaque film de patrimoine donne lieu en tout cas à une présentation, au moins de ma part. Ouais. Et ça, les gens, ils sont très très sensibles. Chaque film ou chaque séance? Chaque film, chaque film. Pas toutes les séances, mais ça arrive parfois que les 2 ou 3 séances d'un film de patrimoine donnent lieu à une présentation, mais en tout cas, chaque film au moins a droit à une séance présentée. Ouais. C'est un peu ce que disait Sabine sur les associations, sur le fait de ne pas objectiver un peu le cinéma sur des thèmes. Souvent, quand on parle d'associations, on pense, tiens, il y a les italianophones du coin et on passe un Pasolini, on va les mobiliser. Mais en fait, là, c'est pas tellement ce dont tu parles. C'est aussi des associations qui elles-mêmes sont intéressées par la programmation, soit littéraire. C'est de constater quelles sont les associations présentes et actives, quel que soit leur champ, disons, leur activité, et de voir un petit peu quelle exigence ils manifestent dans leur propre activité, en quelque sorte. C'est vrai que c'est peut-être pas très clair dit comme ça, mais je vois bien, en tout cas, je vois bien l'intérêt qu'ils ont manifesté très tôt quand je suis arrivé pour faire des choses avec le cinéma. Donc de coprogrammer. Pardon ? De coprogrammer, par exemple, ou de me laisser la carte blanche autour d'une thématique. Et comme le disait Sabine, c'est la possibilité de proposer un film, peut-être pas d'abord par le biais du cinéma, mais d'y revenir au cinéma ensuite dans le débat qui suit et de voir comment ils réagissent à tel film qui n'allait pas forcément de soi compte tenu de la thématique qui était donnée, quoi. Ça sent un peu le piège. Mais parfois, ça peut, mais je crois que c'est plutôt bien vécu en général. Jacques, je crois que vous êtes passé d'un mono-écran à trois écrans en 2015. En 2015. Et du coup, ça facilite grandement la programmation des films de patrimoine. Et moi, je programmais du patrimoine depuis ma prise de poste. Hein, c'était il y a 15 ans. On n'avait pas le label à l'époque. Il y avait très peu de films de patrimoine à l'époque. Donc, je l'ai mis tout de suite. Et puis, j'ai pu constater que ça ne marchait pas. Partons de là. Et je me souviens très bien à l'époque, je me suis dit, on les aura à l'usure. Et donc, 15 ans, donc. Et voilà. Et donc, je me suis mis à inventer mes propres dispositifs petit à petit. Et puis, effectivement, en 2015, quand on a eu 3 salles, alors là, ça a été la fête. et je dois dire que je programme du patrimoine parce que, moi, c'est par là que je suis devenu cinéphile. Hein, je suis de la génération qui regardait Claude Jean-Philippe, Patrick Brion, Eddie Mitchell à la télé. Il n'y avait pas de salle de cinéma. J'étais au milieu des champs de betteraves en Seine-et-Marne. Donc, et oui. Et donc, voilà, pour voir des films à l'époque, c'était le patrimoine dans ces émissions-là. Et c'est là que j'ai appris un peu tout ça. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je pense que si je n'avais plus accès demain aux films de patrimoine, j'arrêterais le métier, clairement. Parce que quand on voit comment ça se passe aujourd'hui avec tous ces films qui sortent, avec toutes ces négociations qu'on a avec les distributeurs, le nombre de séances, le nombre de films, etc.,
On n'a plus vraiment l'impression d'être programmateur de salles de cinéma, mais plutôt de remplir des rayons, hein, comme dans un supermarché. D'ailleurs, en parlant de supermarché. Et oui, parce que je suis au-dessus, alors c'est un peu atypique, on a une scène nationale, donc spectacle vivant, cinéma, art contemporain, et tout ça au premier étage d'un centre Leclerc, au milieu des champs, à côté de Tarbes. Voilà. Et j'y reviendrai après. C'est plus des champs de betteraves. Voilà. Non, les champs de betteraves, c'était en Seine-et-Marne. Et donc, en fait, programmer le patrimoine, c'est mon vrai plaisir de programmateur. Voilà, c'est là où j'y trouve mon compte, et j'espère aussi le compte du public. Et en fait, moi, j'ai assez vite compris que la chose à ne pas faire, c'était de mettre dans sa programmation un film de patrimoine comme ça, tout seul au milieu des autres films. Il fallait toujours contextualiser un film de patrimoine. Donc, alors moi, ce que je fais souvent, en général, je fais ça 2 fois par mois, des soirées avec 2 films. Et alors, très souvent 2 films de patrimoine, et parfois, quand j'ai la possibilité, un film de patrimoine et un film d'actualité, sachant ça sera toujours dans un cadre, j'appelle ça les soirées double face, un film et son remake, par exemple, ou 2 films qui abordent vraiment la même question. Et Vous disiez quoi, Blow Up, Blow Out? Voilà, j'ai fait Blow Up, Blow Out, j'ai fait, plus récemment, on a fait Joker et aidez-moi, et L'homme qui rit, L'homme qui rit, pas celui de Jean-Pierre Améris, hein, l'autre. Et ce qu'on fait systématiquement, c'est effectivement, ça passe par la convivialité, c'est-à-dire qu'on fait toujours un buffet entre les 2 films. Donc l'avantage, c'est que, comme je suis au-dessus d'un supermarché, je vais être à peu près le seul exploitant de France à avoir un caddie dans son bureau en permanence. Donc moi, je vais en bas, je fais mes courses, je signe un bon, on remonte, et après on tartine. Et ensuite, voilà, je présente le premier film, et après, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on, du coup, on a un temps aussi où, voilà, on passe entre les 2 films, on va passer un moment avec le public, un verre à la main, en dégustant des toasts, et on devient de plus en plus pro là au niveau des toasts. Et à tel point, je vous donne une petite anecdote. Un jour, je vois un couple d'habitués qui rentre dans le hall. Et mon cinéma donne dans le hall. Et la dame reste un peu en retrait. Le monsieur fait toc-toc à la porte. Et il me dit, excusez-moi. Je dis oui. On mange quoi cette semaine? Il ne me demandait pas quel film j'avais prévu pour le vendredi. Il me demandait ce qu'on avait prévu pour le repas. Voilà. Donc, comme quoi, la convivialité, hein, on ne peut pas y couper. Et puis donc je disais qu'il fallait toujours trouver un cadre. Donc là, je parlais de mes soirées de films, mais ça peut être évidemment une carte blanche, ça peut être... D'art et d'essai, D-E-C-E. Oui, alors ça c'est pour le cinéma fantastique. Une fois par mois, on a un rendez-vous séance art et d'essai. Donc là, on a fait les Giallo. L'année prochaine, on fera la Hammer. On fait... et voilà, et aussi est-ce que c'est les mêmes personnes qui viennent au cinéma de genre Non, c'est pas le même public. Si je fais une soirée Lubitsch et une soirée Carpenter, ça n'aura pas le même public. Enfin, il peut y avoir dommage, un peu, mais comment faire pour amener les Lubitchiens il faut que j'améliore mes buffets, je sais pas. Je sais pas. Alors, ce qu'on fait aussi, mais qui touche systématiquement les séances art et d'essai, c'est que les films de patrimoine, on ne peut pas le faire à toutes les séances, mais il faut les accompagner. Donc, j'ai des intervenants, je travaille avec des intervenants locaux, entre guillemets. J'ai 2 cas différents. Je travaille régulièrement avec Alice Vincent, qui était, elle est à la retraite là, depuis peu, enseignante à l'ENSAV à Toulouse. Et par exemple, le dimanche, on fait ça 5-6 fois dans l'année. Le dimanche matin, on fait une projection à 11h, elle présente le film. Après, on fait notre petit buffet. Et ensuite, retour en salle. Et là, avec l'aide d'un DVD, elle fait une analyse d'image du film. Ça peut durer jusqu'à 2h30. Hein, et en fait, les gens, ils viennent plus voir un film de patrimoine. Ils viennent passer la journée chez nous. C'est une autre démarche.
Et puis j'ai aussi un autre intervenant, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je connais d'autres exemples dans d'autres départements. Moi, j'ai un intervenant local que j'ai rencontré par hasard, qui vient au cinéma, qui est psy de profession, psy à Pôle emploi, autant vous dire qu'il a du boulot en ce moment, et qui est un passionné de cinéma. Il a même écrit quelques thèses récemment. Et on ne peut pas le prendre il faut, hein. On peut sortir n'importe quel titre de film, il a quelque chose à dire. Et du coup, voilà, il vient régulièrement présenter des films de patrimoine chez nous. Et en fait, il est tellement passionnant qu'il m'a fidélisé le public. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas spécialement pour le film, mais ils viennent parce qu'il est là. Je le vois, parce que quand il n'est pas là, ils sont moins nombreux. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai mon collègue Pierre à Valence, il a exactement le même. Et j'en connais un autre également en Pyrénées-Atlantiques. Je suis sûr qu'il y en a un par département. Il faut juste tomber dessus. Parce qu'on ne peut pas faire venir des gens de Paris ou de la grande ville d'à côté tout le temps, parce que pour des raisons de disponibilité, aussi de budget, faut bien le dire. Et voilà, donc je suis sûr que partout en France, il y a des gens comme ça qui ne se manifestent pas forcément, mais il faut les chercher. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'en trouver un, et ça fonctionne bien. Donc vous réinventez le ciné-club, mais enfin, Oui. vous sous-traitez le ciné-club. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez tous constaté que ça marche mieux quand c'est le même intervenant récurrent et qu'il est un intervenant local? Dis-je, la mort dans l'âme, moi qui interviens souvent depuis Paris. Oui, effectivement. De toute façon, à partir du moment où la séance est accompagnée, c'est toujours mieux, il y a toujours plus de monde et ça fidélise. Nous, on s'est rendu compte d'une chose, on s'en est rendu compte pendant la période du confinement. Pendant le confinement, donc on n'avait plus de journée professionnelle puisqu'on ne pouvait plus faire de présentiel. Donc on a décidé de les faire en virtuel et on a instauré un rendez-vous sur la première période de confinement entre mars et juin, où pendant la première semaine, on proposait en visionnement par des liens. Alors on avait fait un peu comme les groupes à l'AFCAI, Action, Promotion, Jeune Public et Répertoire. Donc toutes les 3 semaines, on proposait du film de répertoire et accompagné souvent d'un atelier. Donc le tout en virtuel. Et pendant l'atelier, on a commencé à échanger avec les salles en fait, qui adhèrent à notre dispositif. Donc nous, je vous ai dit, on a 140 adhérents, on a plus de 57 salles qui adhèrent à ce dispositif-là. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient vraiment cette demande d'accompagnement des séances. C'était quelque chose qu'on n'avait peut-être pas forcément identifié auparavant. Et on a souhaité conserver en fait ces ateliers en virtuel. On ne l'a pas conservé pour le reste, mais conserver des ateliers en virtuel pour au moins présenter les films qui faisaient partie du dispositif auprès des exploitants, pouvoir les mettre également en lien avec des intervenants au besoin, et que les intervenants qui faisaient venir, on puisse communiquer le nom de ces intervenants à d'autres salles qui sont très proches. Mais vraiment cette demande de pouvoir accompagner les films, soit eux-mêmes, donc qu'ils soient formés pour pouvoir accompagner les films, soit faire venir des intervenants, c'était quelque chose qui a été, que nous on a identifié. Et ça permet justement cette fidélisation, ça c'est sûr. Et comment vous vous servez de ce qui est à disposition, par exemple la DRC, l'accès aux copies, mais aussi les intervenants. Enfin, comment est-ce que ça pourrait être amélioré, puisque c'est le moment de... Alors, oui, ça c'est une requête pour les... Bon, on va dire que des distributeurs de patrimoine, il n'y en a pas énormément. Hein. On va dire ils sont tous là, une petite dizaine. Donc moi, perso, je connais leur catalogue à peu près par cœur. Donc je sais, alors, sauf Tamassa, parce qu'ils en ont beaucoup, mais je sais que, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand un film sort, je ne le programme pas forcément là tout de suite, j'attends une autre opportunité. Par exemple, je n'ai pas programmé Drôle de drame quand il est sorti il y a 1 an et demi, mais là, il y avait Juliette ou La Clé des songes chez Solaris, qui est sorti là, début juin. Je dis, hop, c'est l'occasion de le programmer. Je reprends Drôle de drame et on fait un mini-focus Marcel Carné. Voilà. Ce qui me manque cruellement, mais ça je sais que c'est pas forcément possible pour tout, mais moi c'est de savoir à quel moment les distributeurs n'ont plus les droits des films. Parce que comme je pense un peu sur le long terme, des fois je suis là, je me le garde sur le coude parce que je sens bien que je pourrais faire quelque chose avec.
Mais parfois, je c'est- me loupe parce oui. qu'il n'y a plus les droits. C'est le problème dès qu'on veut programmer du patrimoine de manière plus autonome que ce qui est proposé. Alors, comment Ouais, vous ouais, faites je suis d'accord avec cette idée-là. C'est vrai que ça serait pas mal de le savoir combien de temps on a, en fait, parce que c'est pas toujours évident pour nous de prendre, comme vous le savez, dans les sorties nationales, qui pour nous, ça n'a pas tellement de sens, la sortie nationale pour un film de répertoire, même si ça en a vis-à-vis de la médiatisation que ça va avoir. Et c'est vrai que parfois on se dit, on attend, et puis ça nous est arrivé de on s'est fait avoir, quoi, parce que au les moment droits où, n'étaient plus ouais, disponibles. voilà. Ouais. Et mais en même temps, c'est important que la salle, je pense que nous, on sait quand même à quel moment. D'abord, ça peut être la période de l'année, selon les publics auxquels ça s'adresse, parce que malheureusement, c'est vrai qu'on aimerait bien que les publics ils soient complètement transversaux, mais c'est pas complètement vrai. Alors, on arrive à en attraper comme ça, des étudiants qui vont venir un peu dans les soirées cultes, ils découvrent la salle et puis après ils reviennent, mais c'est pas si évident que ça. Moi, je trouve que c'est un problème un peu d'aujourd'hui, que les choses elles sont un peu trop compartimentées, on dit, dans la tête des gens. C'est-à-dire ceux qui viennent à la nuit du parrain, je dis n'importe quoi, ils vont pas venir voir un Coppola. Il y a un peu les fans du cinéma japonais, et puis les fans du cinéma de genre, et puis après les fans du cinéma italien, et voilà. Et c'est vrai que le cinéphile qui dirait, moi je vais tout voir. Alors on en a, heureusement pour nous, et on en a quand même pas mal, mais c'est des gens un peu plus âgés. Et petit à petit, notre but, c'est quand même vraiment de créer ça, de dire, attraper tout le cinéma. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important peut-être d'avoir une visibilité pour nous faire confiance. Et puis, je sais que les distributeurs qui sont là, presque tous ont compris ça, qu'ils nous laissent se débrouiller. En fait, ils disent si on dit on le fait en octobre ou on le fait février prochain, ça peut bien attendre 6 mois, en fait. Et parfois, ça vaut vraiment la peine, d'attendre 6 mois, parce que on va pouvoir le travailler mieux, faire des partenariats, le proposer à une période de l'année où on sait que le public qu'on va viser en priorité sera là. Voilà, donc je ne sais pas comment on peut avoir cette information. Effectivement, parce que peut-être que pour les distributeurs, c'est pas très vendeur de dire dépêchez-vous, on l'a que pour 2 ans, je ne sais pas. Mais surtout que je pense qu'ils ne savent pas toujours s'ils vont renouveler les droits ou pas. Ils attendent un peu le dernier moment, dites-moi si je me trompe. C'est peut-être allez-y, une question qu'on vous lance. Est-ce qu'il faut un micro? Oui. Est-ce qu'un micro peut... C'est pas Covid, ça. Non, je dis, si vous nous demandez au cas par cas quand finit un contrat, on vous le dira. Après, on est dans une logique où comme d'autres distributeurs, on a fait un investissement, on dépense du temps, de l'énergie pour une sortie. On ne veut pas être en national tout de suite, c'est pas ça la question. Moi, je suis dans un dialogue et j'ai envie, je suis dans ce rapport de confiance parce qu'il faut qu'il y ait le plaisir et l'envie. Et ça s'inscrit à un moment pratique. Et après, renouveler des droits, c'est un investissement qu'on ne peut pas toujours se permettre. Et moi, on me demande un film 3 ans après, je ne l'ai plus, je suis déçu, mais voilà. Après, il y en a qu'on peut se permettre de prolonger parce qu'on y tient, on ne veut pas les lâcher, comme vous, on les aime. Et puis, faut pas hésiter, je pense. Après, mettre ça sur une base de données, je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée. Après, il y a plein d'interlocuteurs, je pense, au sein de l'AFCAE, de la DRC, qui sauront vous renseigner si vous voulez savoir. Et je ne sais pas ce que pensent les copains. C'est ce qu'on fait, hein. On demande, hein, mais quand on veut imaginer quelque chose de plus complexe sur la durée, moi par exemple j'ai fait mon prochain fil rouge, j'ai ramené quelques exemplaires si vous le voulez, il va de septembre à août 2022, donc j'ai travaillé dessus, depuis le mois de novembre j'ai contacté des distributeurs pour savoir s'il y avait bien les droits et tout ça, et puis là au mois de juin je verrouille les choses, et puis là je m'aperçois que les 3 films que j'avais pris chez un distributeur, il les a plus, alors qu'il m'a dit qu'il les avait. Ces histoires de durée, c'est un peu compliqué, mais au cas par cas, oui, on demande. Oui, je voulais rebondir sur la notion de plaisir que tu as employée, Jacques, parce que je la trouve particulièrement manifeste et évidente quand on parle de films de patrimoine.
Et ça, je pense que les spectateurs et les spectatrices sont sensibles. Autant on a affaire face à 10, 15 films par semaine de l'actualité, qu'on est ravi de programmer, on s'efforce de programmer ce que l'on aime, de répondre aussi à certaines attentes, et de faire un compromis sur la programmation, sur la semaine ou sur un mois parmi ces films-là. Mais il est sensible, et les gens le sont sensibles, que lorsqu'il s'agit de patrimoine, on programme d'abord ce qu'on a envie de programmer, que la notion de compromis entre beaucoup moins en jeu, les concessions sont quasi inexistantes, que ce qui importe par contre, c'est comme tu le disais, de trouver le bon moment pour le faire. Moi, moi j'apprécie aussi beaucoup de ne pas être sous pression parce qu'un film de l'actualité, on ne va pas le passer 3 mois après, alors qu'un film, une ressortie, on peut tout à fait le faire et trouver le bon contexte. Moi, je suis assez attaché à une définition que Fernand Deligny donnait de l'éducateur. Il disait c'est d'abord un créateur de circonstances. Et je pense que le rôle du programmateur, c'est bel et bien de créer les circonstances et trouver le moment opportun pour que les circonstances soient adéquates pour les associations partenaires, les festivals, le programmateur lui-même. Et que cette notion de plaisir, elle est à la fois manifeste dans la relation de confiance entre programmateur et spectateur, spectatrice. Je trouve qu'elle est particulièrement manifeste aussi quand on est à La Rochelle, avec tous les distributeurs et distributrices qui sont là. Enfin, moi, il est clair que même si j'ai une relation excellente avec tous les distributeurs et distributrices, je me sens particulièrement en affinité avec les distributeurs et distributrices qui sont là et dont on sent qu'ils ont quelque chose qui est chevillé au corps quand même, de programmer là aussi les films qu'ils aiment, d'entendre Vincent parler de l'échiquier du vent, quel que soit comment on a apprécié le film, mais il y a quelque chose qui tient vraiment d'un plaisir et à la fois de la découverte. On peut à la fois ce plaisir de redécouvrir des films en version restaurée. Autant on peut avoir le sentiment des fois qu'on est noyé sous les films contemporains, au nombre toujours grandissant chaque semaine. Autant je me réjouis chaque semaine d'apprendre que tel film est à nouveau restauré, qu'il est disponible pour quelques années, et que là il y a une sorte de capital comme ça qui s'accumule dans lequel on va pouvoir piocher au gré des plaisirs, des découvertes, des envies et des possibilités. Ouais. Donc je trouve que cette notion de plaisir, elle est vraiment forte, et d'autant plus forte qu'on peut le faire en prenant le temps de le faire, quoi. Peut-être plaisir et puis sincérité, en fait. Je crois qu'on défend une ligne, en fait. Moi, je sais que les gens, ils savent quand même, au fur et à mesure des années, on connaît nos goûts respectifs, quoi, entre un public et puis une équipe. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que tous les films qu'on programme, on les aime avec la même intensité, mais quand même, il y a un choix, quoi. Et si, en tout cas, ce qu'on programme à l'Institut de l'Image, c'est parce qu'on choisit que ça vaut le coup d'être montré et qu'on veut le montrer. Et il y a encore, je ne dirais pas lesquels, mais des cycles ou des réalisateurs que, par exemple, personnellement, je mets encore de côté en me disant non, j'ai pas envie, pas encore, quoi. Non, je ne veux pas. Non, parce que c'est comme une sorte de... le mot devoir, je l'aime pas parce que c'est pas ni mission d'ailleurs, c'est pas mon vocabulaire ça, mais peut-être voilà le plaisir de transmettre et de se dire voilà ça notre rôle quoi, un rôle, une sorte de guide quoi et complètement subjectif. Ça moi j'aime bien l'idée que ça soit subjectif et que voilà, que ce soit des choix en fait. Et je pense que ce que tu disais, Fabien, on fait le travail à la place du public en fait. Les gens aujourd'hui, ils ont tellement de choses à choisir de tous les côtés parce qu'on est noyés. Et voilà, et même la concurrence avec les plateformes, je crois qu'elle se fait là. C'est-à-dire que bon voilà, il y a tellement de choses. Là, il y a un programme et c'est nous qui guidons le public pour leur proposer des choses. Et je crois que c'est très confortable, ça, de se laisser guider. Et c'est vrai qu'en début de saison, ils se laissent guider par une programmation qui va se décliner tout au long de l'année. Et ils sont pressés, quoi, de savoir qu'est-ce que vous allez nous proposer. D'ailleurs, on ne le sait pas nous-mêmes, puisqu'on le fait au fur et à mesure. Mais voilà. Et moi, d'ailleurs, j'aime bien, de temps en temps, pas leur dire « vous verrez, voilà, parce que je trouve que tout ça permet d'aiguiser un peu le désir et la curiosité. Et un dernier élément, puis je vous laisse, c'est la question de comment les amener. Malgré tout, le tarif, ça marche. J'y croyais pas, mais je dois dire que ce fameux pass culture là, de 18 ans,
Moi, j'ai quand même été étonnée, puis les distributeurs là vont être contents. Moi, j'ai eu des jeunes de 18 ans qui sont venus voir qui chante là-bas, ils se sont inscrits pour, voilà, super. Il y en a eu d'autres pour la mer. Franchement, des jeunes de 18 ans qui viennent voir la mer, qui chantent là-bas, il n'y en a pas tant que ça d'habitude, on va pas se raconter d'histoire. Et grâce à ce pass, on est enregistré en plus, ce pass culture, oui, ça marche en fait. Et on a un autre partenariat avec l'université où ils remboursent une partie du ticket. Ce qui fait que pour les étudiants qui prennent cette carte, c'est 1 € et l'université nous... grâce à ça, il y a des étudiants qui, par le biais du prix, ils viennent à l'Institut de l'Image. Alors au début, ils vont venir voir le film qu'ils ont repéré. Et puis après, ils se disent, vraiment, ça vaut le coup, c'est pas cher. Et donc, on a de plus en plus de jeunes grâce à ça. Bon, donc voilà. Oui, parce qu'il y a un point un peu douloureux qui est vous parliez de passerelle et tout ça, c'est quand même le passage entre les scolaires et le fait que ensuite le public il tombe dans un trou. Donc ça, est-ce que vous avez des expériences positives là-dessus? C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille beaucoup avec les scolaires. Nous, enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on a nos propres dispositifs. On ne fait pas école et collège, mais tout simplement parce que c'est des dispositifs qui ont été créés avant école et collège, avec le CNC d'ailleurs à l'époque et le département. Et bon, ça marche très bien. On leur fait aussi beaucoup d'analyses d'images, etc. Mais après, il y a le piège qui fait que peut-être que dans leur tête, une salle de cinéma, c'est une salle de cours supplémentaire, quoi. Et donc, c'est pas évident après pour revenir chez nous librement. Donc, voilà. Alors, après, quand on parle des jeunes, de quel jeune parle-t-on? Parce que 15 ans et 25 ans, c'est pas la même chose. Ceux qui sont au multiplex. Comment? Ceux qui vont au multiplex. Oui, ceux qui vont 15 ans, 14 ans, quand ils sont eux-mêmes prescripteurs, ils vont au multiplex. Ça c'est certain. Hein. On les perd quand même en route. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les récupérer. Non, non. Nous, on essaye de travailler, on va dire, à partir de 25. Quoi, voilà. Donc, on fait par exemple, une fois par mois, on fait soirée culte avec des classiques, Orange Mécanique, Fight Club, des trucs comme ça. Et oui, voilà. Ou non, parce que ça peut être Dirty Dancing aussi. Enfin, même si ça peut être violent d'une certaine manière. Mais après, ambiance musicale, cocktail, voilà, ça marche très bien. Et là, effectivement, on les récupère plutôt vers 25-30 ans. Mais voilà, sur des one-shots comme ça, quoi. De là en faire des spectateurs réguliers, c'est plus compliqué. Et puis après, à 30 ans, ils font des enfants. Donc là, on les perd aussi, hein, jusqu'à 40. Non, mais moi, je trouve qu'il y a le côté vintage qui commence à marcher, en fait. Oui. Ils trouvent ça étonnant, une salle de cinéma. Nous, on a encore des tickets à la main, quoi, qui déchirent et tout ça. Je sens que ça leur plaît, en fait. Ça leur plaît, parce que quand ils le découvrent, ils ont l'impression qu'ils découvrent par eux-mêmes quelque chose. Et moi, j'y crois beaucoup, en fait. Donc, on va rétablir le rideau de publicité. On peut demander au CNC de rétablir les tickets à l'ancienne. Je pense que vous serez ravis. Ouais. Bon, ça prend un tour étonnamment passéiste. Il y a des gens qui voulaient intervenir. Oui, je voulais juste intervenir sur l'association des jeunes ou des ambassadeurs à la définition d'une programmation patrimoine. Est-ce que vous avez dans vos cas des pratiques de ce style qui permettraient d'être aussi un peu acteurs de ce qui va être diffusé en salle? Ou c'est vraiment tellement un plaisir pour vous de le programmer que vous le gardez? Justement, moi, je voulais en parler. Nous, on a deux réseaux dans le réseau qui travaillent sur ces thématiques-là. Nous, on a un pôle de médiateurs. Donc, on a des médiateurs, c'est des postes qui sont aidés financièrement par le CNC et par la région. Donc, on en a 20 en Nouvelle-Aquitaine. Vous en avez également, il doit y en avoir une vingtaine sur les Hauts-de-France et il y en a 26 sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que ces médiateurs ont donné, ça fait 4 ans maintenant qu'ils sont en poste. Donc, c'est des exploitants, hein. Ils sont médiateurs, mais ils sont dans des salles de cinéma ou des réseaux. Et ils ont donné un petit coup de boost, en fait, à tous les dispositifs chez nous, et notamment aux dispositifs de répertoire. Et nous, pour la programmation répertoire, on a un comité d'exploitants
Et dans ce comité d'exploitants, il y a beaucoup de médiateurs maintenant. Et on se rend compte qu'il y a comme une scission au niveau de la programmation entre, je ne vais pas dire les anciens exploitants, mais on va dire les exploitants un petit peu plus âgés qui veulent programmer quelque chose d'un peu plus classique, et les médiateurs qui vont aller vers des programmations un peu cinéma culte. Et c'est vrai que systématiquement, lorsqu'on discute ensemble dans ce comité, la notion de cinéma culte n'est pas la même pour tout le monde. Donc c'est toujours assez compliqué de travailler sur cette notion-là. Et le deuxième réseau, donc le fameux réseau d'ambassadeurs, nous on a des ambassadeurs sur la Gironde, donc à travers le réseau départemental qui s'appelle Caméo, donc ils ont un système d'ambassadeurs, et les jeunes effectivement, donc ils sont associés à des salles. Ils parlent aux jeunes de leur âge et ils essayent de travailler sur le cinéma de répertoire. Et là, ils ont mis en place cet été, je trouve, une initiative assez sympathique. Ils vont jouer sur le film Teddy, donc film d'actualité, et ils vont programmer une... alors, entre les deux, évidemment, il y aurait pizza, hein, c'est pareil. Les pizzas, ça marche bien au niveau des ambassadeurs. C'est même c'est là que tout le financement passe, d'ailleurs. Et après, ils vont programmer le Loup-garou de Londres. Voilà. Et ça se termine par un concours de hurlements à la lune, juste après les deux films. Et étonnamment, il y a beaucoup de salles qui sont positionnées sur cette animation-là. Et voilà, c'est le type de proposition que peuvent faire ces jeunes et sur cette notion de culte. On l'a dans la boîte aussi. Hein, ouais, c'est vrai que l'idée d'atelier de programmation pour des jeunes, c'est assez intéressant. On parlait même possiblement de résidence de bébés exploitants qui pourraient vous remplacer quand vous venez tous ici à La Rochelle. Des gens qui... Enfin voilà, cette idée, parce qu'on parlait de transmission, de transmettre au public, mais aussi du coup, voilà, d'avoir à l'intérieur de vos établissements des gens qui prendront le relais. Après, il n'y a pas d'âge pour découvrir le cinéma, hein, parce que moi je me souviens, alors, on parlait de plaisir tout à l'heure, et puis ça peut se mélanger aussi avec l'effet de surprise pour le public. Moi je me souviens avoir fait un cycle Douglas Sirk, que le public ne connaissait absolument pas. Et ça a été un choc pour eux quand ils ont découvert ça. Ils ont pleuré. J'ai fait une soirée Lubitsch. Là, je me suis dit, c'est plus facile Lubitsch quand même que Sirk. Et j'avais 50-60 personnes, le public habituel, hein, dont je ne donnerai pas la couleur des cheveux. Et j'ai pensé à leur demander. Et en fait, sur les 60 personnes, il y avait une personne qui avait vu les Lubitsch. J'avais pris les plus faciles, hein, Serenata 3 et Le ciel peut attendre. Et là, pareil, mais ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. En ayant découvert ces films-là. Donc il faut... je vous l'ai dit l'autre fois, on avait un peu préparé tout ça, mais sur le renouvellement du public, moi j'ai une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi je suis arrivé au Parvis il y a 30 ans, et la première chose que j'ai entendue, c'est « Oh mon Dieu, on a un public de vieux, hein, je le fais rapide, comment on fait pour renouveler tout ça ?» Et bref, 30 ans après, on a exactement le même discours. Et pourtant, 30 ans après, on n'a pas moins de public qu'avant, on en a même plus. Il s'est renouvelé naturellement. Donc les jeunes... Bah, oui, ils sont juste plus vieux de 30 ans. Non. Mais, oui. En fait, les vieux, ils se renouvellent tout seuls, quoi. Oui. En fait... c'est vrai. Nous, on en a plein des jeunes, mais c'est des jeunes qui ne sont pas venus il y a 30 ans. C'est juste ça. Bon... Qui a des questions, des protestations, des interventions? Non, moi, je crois qu'il faut quand même avoir envie aussi que les jeunes ils découvrent du cinéma, pas que culte, quoi. Oui, alors oui, ça, c'est pour moi mon plus grand bonheur, c'est ça. Et je suis, par exemple, sur un certain cinéma français d'entre-deux-guerres, je suis étonnée qu'il y a des jeunes qui ont envie de découvrir ça. Peut-être parce que, je ne sais pas, ils en ont entendu parler, des grandes figures, Gabin, etc. Et donc, je trouve que c'est important aussi de continuer ce travail ouais, je redis la même chose, quoi. C'est une question de transmission, quoi, d'avoir envie de leur faire découvrir des choses que nous, on aime, qu'on a découvert, qui sont importantes, qui ne sont même pas de notre époque à nous, mais et d'oser, quoi. Et... encore une fois, j'y crois. Je pense donc, par exemple, les Vigo qui vont ressortir le 29 septembre, parce qu'en parlant de film culte, La Talente, voilà, c'est vous allez, je vais vous tester, je vais vous demander alors Piala, alors qu'est-ce que vous allez passer de Piala? Moi, je suis toujours gênée parce que Piala, Vigo, tout ça, on a déjà fait. Donc nous, notre grand problème, c'est de savoir comment
on arrive à renouveler la programmation à partir d'auteurs. Je sais. Oui. Non, mais pour nous, je sais, mais c'est une question. Non, je voulais prendre un autre exemple, repartir de ce dont je parlais tout à l'heure, Black Films Matter, par exemple. Ça, c'est génial parce qu'ils partent d'un film, Queen and Slim, qui avait été programmé juste avant le confinement, mais qui n'avait pas été trop vu. Donc, je me suis dit, bon, on peut le ressortir. Et il y a plein de jeunes qui sont venus le voir. Et après, ils sont venus découvrir des films qui, pour eux, sont anciens, comme les Spike Lee. Pour nous, ce n'est pas du répertoire très ancien, mais voilà. Et ça, je trouve que quand on arrive à faire ça, voilà, c'est quelque chose de gagné, quoi. Je rebondis sur ce que tu disais, Sabine. Là, c'est juste un point sur à partir de quand vous considérez, vous vous autorisez un film de patrimoine, par exemple, là, dans ce cycle. Est-ce que du 10 ans, par exemple, on se dit, bon, on peut en mettre un de temps en temps? Ça, c'est pour la question de détail. Carrément, ouais. Oui, et la deuxième question, c'est sur la communication. Comment, alors, pour toi, c'est un peu différent puisque l'autorisation, c'est un film qu'on trouve sur bon. La communication. C'est la qualité du film pour moi qui prime, quoi. C'est que si le film est bon, on a envie de le montrer, quoi. Mais c'est plutôt de savoir si le film il va s'inscrire. On ne sait jamais, mais un peu dans une histoire du cinéma, c'est peut-être, on ne sait pas, mais c'est comment on pense que le film, de toute façon, il va gagner en importance. Donc ça, on le programme pour ça, même s'il est très récent. Et la communication, et la communication, on a ce programme-là qu'on imprime chaque mois, quoi, avec une belle couverture, avec des affiches qui sont distribuées dans toute la ville, une newsletter, et puis après, il y a Facebook et tous les réseaux sociaux. Après, Facebook et les réseaux sociaux, ça marche bien, mais ce n'est pas forcément des gens qui viennent après au cinéma, quoi. Ils cliquent et puis après, je ne sais pas si c'est les mêmes qui viennent. Parce que quand on a des programmes aussi avec des films d'actualité, voilà, c'est pas toujours, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas souvent évident de mélanger ça dans son programme, hein, de faire passer le patrimoine. Donc comment est-ce qu'on arrive à le mettre en avant? Est-ce que le mot patrimoine ou répertoire, on le met vraiment en avant ou on en choisit d'autres? Je sais que c'est quelque chose parfois qui peut un peu repousser le terme patrimoine. Voilà, si vous pouvez nous en parler. Moi, je n'ai pas de mots, hein, c'est juste un programme, c'est des films, donc je ne dis pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas vous. Pour le coup, moi, je suis assez attaché à la notion de patrimoine. Je pense que dès lors que le programmateur s'en empare et joue avec et la redynamise, ça peut tout à fait séduire. Ou voilà, ce qui importe, c'est vraiment ce qu'on en fait. Moi, je l'aime bien. Je crois que Jacques est plus réticent sur ces mots-là, mais je l'aime plutôt bien celui-là. Oui, non, patrimoine, j'utilise jamais ni patrimoine ni répertoire. Et puis de toute façon, à la limite, j'ai pas besoin. Alors pour répondre aussi à ta question, dans mon programme mensuel, j'ai un programme de 24 pages à peu près. Pour vous donner une idée, sur les films qui sortent actuellement, j'ai 4 ou 5 films par page. Mais là, par exemple, ce mois-ci, là, le focus carnet avec 2 films, ça prend toute une page. C'est-à-dire que j'ai les 2 films de carnet et il y a une bio à côté. C'est pas enfoui dans le document, au contraire, c'est mis en valeur. De même que je fais un truc sur Herzog, il y a 2 pages pleines pour Herzog dans mon document. Alors, c'est un film d'actualité, il a quoi? Voilà, j'en mets 4 ou 5 par page, film d'actualité. Et puis de toute façon, le film d'actualité, je préfère laisser le public les découvrir, tandis que Carnet ou Herzog, on a assez de recul pour pouvoir parler un peu faire leur bio, parler de mettre éventuellement des critiques de leurs films. Le recul, on l'a pas sur les films d'actualité. Et c'est aussi pour ça que, moi, je reçois assez peu de réalisateurs, pour tout dire, parce que je me suis bien rendu compte que le public n'est pas tant intéressé que ça quand on fait venir un réalisateur. C'est vraiment quand ce sont des films de documentaire, parce que ça parle de sujets actuels sur lesquels on peut rebondir, il y a des assos qui peuvent venir, etc. Mais je préfère faire venir des gens qui viennent parler de cinéma, parce que sur un film qui sort aujourd'hui, on ne peut pas le contextualiser par rapport ni à l'époque, puisqu'on est en plein dedans, et ni même par rapport à la carrière d'un cinéaste. Ce qu'on peut faire avec le cinéma de patrimoine, et faire du coup des ponts avec aujourd'hui.
Hier, on a vu le film de Aïda Lupino sur le tennis. Et du coup, bon, c'est peut-être pas son meilleur film, mais en tout cas, comment dire, enfin moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que la problématique du film, elle est exactement celle qu'on retrouve aujourd'hui chez les joueurs ou les joueuses de tennis. Je ne pensais pas qu'à l'époque, ils avaient déjà ce problème-là. Hein, donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi avec le patrimoine, un miroir d'aujourd'hui, quoi. On peut jouer avec ça. Merci de votre participation, merci à tous. Je crois qu'on a même débordé un petit peu. Nous voilà passés à la deuxième partie de cette table ronde que je voudrais commencer en remerciant les rencontres nationales AFCA et ADRC de nous en avoir confié le partenariat à Box Office Pro. Box Office Pro, j'espère que la plupart d'entre vous nous connaissent, c'est le média dédié aux professionnels du secteur avec la mission de transmettre l'information, mais aussi d'être un vecteur d'échange et de réflexion. Et je peux vous dire que dans le cadre de notre travail, moi-même, donc je suis Ayşegül Algan, et tous mes collègues de la rédaction, on est, excusez-moi d'utiliser ce terme, c'est très peu politiquement correct ces temps-ci, mais contaminé littéralement au quotidien par la passion dont nous sommes témoins dans votre travail des deux côtés de la filière. Et je vous en remercie. Et preuve de cette passion, tous les invités qui m'accompagnent, je vais les présenter à la fois le plus rapidement possible, mais en même temps en contextualisant leur line-up festivalier ici. Alors, je commence par Anne-Laure Brénéol-Ituralde de Malavida, dont le tome foot, sorti le 9 juin, est présenté ici dans le cadre du festival, dont vous avez pu aussi découvrir un jour un chat ce matin même dans cette salle, sachant que le film est sélectionné à Cannes Classics, de même que La drôlesse de Jacques Doyon, qui va faire l'ouverture en particulier. Qui est présenté le premier soir, la première séance de 19h, donc le mercredi 7 juillet. D'accord. En salle du 60e pour ceux qui seront avec nous. Parlons pas trop de Cannes, on est à et avec Jacques Doyon. D'accord. Et Vincent-Paul Boncourt, qu'on ne présente plus, de Carlotta, qui nous a régalé hier soir. Pardon ? Non, on peut y aller en termes de mauvaises blagues, il n'y a pas de problème. Nous avons découvert votre inédit chez Carlotta. Ce n'est pas une reprise, L'échiquier du vent de Mohamed Reza Aslani, hier soir. Mais Carlotta est bien sûr toujours présent avec d'autres films. Arrêtez-moi si je me trompe, notamment Voyage au bout de l'enfer de Cimino cette année, à La Rochelle, Le Cercle rouge de Jean-Pierre Melville, Plein soleil de René Clément, ainsi qu'un de ses courts-métrages, je crois. Et vous aurez 2 films à Cannes Classics d'ici quelques jours. Même plus. Alors, d'accord. Citons alors au moins... Ah, dans le FEMA, oui, tout à fait. Ghost de Tokyo de Ozu. Ceux qui me connaissent, chez Carlotta, on est fan d'Ozu et les spectateurs sont fans d'Ozu. Et dans le cadre de la programmation jeune public, j'ai plus la thématique exacte, il y a Ghost de Tokyo qui passe d'Ozu, que vous connaissez sûrement tous. Ou s'il n'a pas vu, allez le voir, c'est un film extraordinaire. Voilà, pour rester sur l'actualité de La Rochelle. Restons alors sur La Rochelle. Et à La Rochelle avec nous, nous avons la figure la plus atypique peut-être des distributeurs patrimoine, Marc Ollery de Lost Film, qui depuis 2009 a distribué 6
j'ai réussi à compter jusque-là 14 films répertoire, dont La fille de Ryan, Yentl, Ragtime récemment, et qui a fait la réouverture, qui a accompagné la réouverture du 19 mai avec The Wicker Man de Robin Hardy. Et enfin, last but not least, Jérôme Soulet, et c'était très important, que c'était important sinon primordial d'avoir avec nous un responsable, un directeur du catalogue, en l'occurrence ici Gaumont, et c'est pas rien, parce que le catalogue Gaumont, c'est déjà, ne serait-ce que le jour et l'heure de René Clément que nous avons pu découvrir lors de l'ouverture de La Rochelle, vendredi soir dernier, mais c'est aussi l'homme derrière les restaurations ne serait-ce que de la Drôlesse de Jacques Doyon, des Vigo, encore une fois, et des Piala confiés à Capricci, et sur lesquels, Capricci, pardon, je fais ma française, et dont nous allons pouvoir reparler. Mais je voulais juste préciser, expliquer que Jérôme devra nous quitter avant la fin. N'en soyez pas vexés, nous ne le serons pas. Il a des impératifs, donc personne. Et voilà. Est-ce qu'on peut aussi très rapidement faire un sondage? Je sais que nous sommes en très très bonne compagnie. Quelle est la part d'exploitants? Si vous pouvez lever la main. D'accord, super. La part de distributeurs? Il y en a plein qui ne lèvent pas la main. C'est parce que... exploitants dans la salle, mais... il y a aussi des exploitants. Est-ce qu'il y a du public du Festival de La Rochelle? Est-ce qu'il y a des moldus? Non. C'est bien, ça. Mais ils auraient pu, je pense. Bon, enfin, d'accord. Donc, entre professionnels de la profession, nous avons la charge de discuter des conditions de la reprise pour les films du cinéma patrimoine. Il a eu beaucoup d'actualité l'été dernier. Est-ce que c'était une parenthèse enchantée, le monde rêvé, ou le monde tel qu'il aurait dû être? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, même si pour nous, cette reprise s'est plutôt bien passée. C'est vrai qu'avec Lionel et toute l'équipe de Mal à Vider, on avait fait le choix très volontariste d'être présents dès la réouverture, parce que les salles nous avaient, comme à nous tous ici, énormément manqué et qu'on voulait vraiment être là. Il se trouve que c'était un peu miraculeusement la date à laquelle on avait initialement programmé cette rétrospective Bo Widerberg, donc le 24 juin l'an dernier. On l'a maintenue, on a été ravis puisqu'elle a eu un joli succès dans l'été qui continue puisqu'elle a dépassé les 7000 entrées, ce qui est quand même vraiment pas mal vu les circonstances, sachant que l'offre de patrimoine était très riche aussi l'été dernier, que sont des films sur lesquels on avait déjà beaucoup travaillé évidemment, et que c'était aussi une façon d'amorcer le travail sur Tom Foote qui lui devait sortir au moment de l'Euro, donc l'année dernière, et qui finalement donc sort cette année toujours au moment de l'Euro, en décalage. Ça a été un moment, oui, positif dans la mesure où effectivement les salles avaient relativement peu de choses à se mettre sous la dent, on va dire, en tout cas moins de choses que d'habitude, puisque dans les distributeurs de films récents, ils ont été moins nombreux à répondre présent au vu du risque et des incertitudes qui accompagnaient ce retour en salle. Nous, on a tous été là. Et c'est vrai que je pense que ça a été un moment positif pour tout le monde. Ça a permis de bien exposer les films, de les exposer dans la durée. Le public a été au rendez-vous. Mais c'est aussi le cas de la reprise. Nous, on a Qui chante là-bas, dont parlait Sabine tout à l'heure, qui a été aussi notre film de reprise de 2021, puisqu'on voulait aussi, là encore, être présent dès la reprise, même si le temps pour travailler le film a été très bref, puisque l'annonce nous a un peu tous pris de court, je crois, puisqu'on s'attendait quand même tous à ce que ce soit un petit peu plus tardif que ça n'a finalement été. Quelque part, tant mieux, puisque là aussi, on a eu une possibilité de montrer les films au début, avec des ouvertures à Paris comme en province. Qui chante là-bas, qui avait déjà été reculé 3 fois à cause des confinements et des fermetures de salles. On avait 77 salles en national au 6 janvier, donc c'était assez énorme. Je crois qu'on n'en avait jamais eu autant. On n'en a pas eu autant à la réouverture le 19 mai, bien sûr. Mais là, on a dépassé les 110 ou 120 salles qui programment le film, et c'est pas fini. Donc c'est quand même un joli succès pour un film serbe qui n'était pas du tout connu.
Et donc que les jeunes gens de 18 ans ou même moins viennent voir, c'est vrai qu'on le sent aussi et c'est formidable de réussir à toucher ces publics-là. C'est aussi quelque chose qui nous importe particulièrement. Peut-être, Vincent, est-ce que c'est ressenti de la même manière, sachant que voilà, l'été 2020, ça a été quand même la reprise de juin, c'était Elephant Man avec Carlotta, suivi de Crash, suivi de la rétro Ozu. Est-ce qu'il y a eu une différence? Est-ce que tu as senti une différence? C'est difficile à dire, on a vu qu'il y avait une différence. Alors après, c'est vrai que je pense que la plupart des distributeurs du patrimoine, on a un travail qui se fait tout au long de l'année, mais la période estivale est toujours un peu plus propice pour la plupart d'entre nous à sortir plus de titres, à potentiellement avoir un peu plus d'accès aux écrans et plus de disponibilité du public, j'ai le sentiment, parce qu'il y a moins de grosses sorties à réessai, et donc il y a plus de temps aussi des gens, donc on voit que c'est plutôt une bonne période. C'est pour ça qu'il y a une actualité, on le voit encore cette année, très forte sur le patrimoine, avec des grandes rétros, des sorties de films individuels. Donc il s'est avéré que la réouverture des salles fin juin correspondait à cette période-là traditionnelle, donc qui n'était pas spécifique à la pandémie et à la fermeture des salles. Et nous, on a pu avoir la chance donc, de sortir Elephant Man, qui avait été prévu en mars, et de l'inclure vraiment comme un des films, en tout cas de patrimoine, parce que voilà, même si on est dans le marché, c'est important d'être dans le marché, voilà, c'est un petit pourcentage des entrées par rapport au marché global, même dans un été qui n'a été pas bon de manière générale. Donc Elephant Man qui était prévu en mars, je crois 15 jours avant le premier confinement, donc on a pu, voilà, c'était un des films de patrimoine de la réouverture des salles, et puis après on a eu finalement notre calendrier de sortie qui était prévu déjà bien en amont sur des sorties d'été. Donc après des choses ont été décalées, comme la rétro Kiarostami qui a été décalée d'1 an puisqu'elle était liée à l'intégrale au Centre Pompidou à l'exposition, la rétro Bellatar qui a été décalée parce que ça se faisait aussi avec la Cinémathèque française. Voilà, donc ça, cette période-là était plutôt à la fois inhabituelle et habituelle. Non, je pense qu'il a été plus compliqué pour l'ensemble d'entre nous. Hein. C'est cette deuxième vague auquel on n'imaginait pas que fin octobre, non seulement les salles allaient fermer, plus tous les lieux culturels, etc., et que ça allait durer aussi longtemps. Voilà. Donc là, on a dû réaménager pendant des mois, on n'a plus rien fait, en fait, sur la partie salle. Je veux dire, ça me paraissait complètement utopique de se dire, on annonce telle sortie, faire des projections de presse, alors que le film n'allait peut-être pas sortir dans 6 mois. Heureusement, on est présent sur tous les fronts du cinéma, et donc on a continué à pouvoir exercer notre métier sur la partie édition vidéo, VOD, télé, je pense qu'on parlera de l'ensemble des médias. Et puis à un moment donné... Vous avez lancé l'offre SVOD de Carlotta en mars. Il y a 1 an et demi, voilà, c'est ça, en mars 2020. Mais qui était prévu bien en amont. C'était pas lié au confinement, hein, on ne monte pas un site VOD en 2 semaines. Voilà, et donc là, on se retrouve dans une période où, d'un seul coup, on a tous été dans l'euphorie, et la première semaine a montré que, à juste titre, il y avait une euphorie à la fois des professionnels et des spectateurs en termes d'entrée. Après, c'était plus compliqué, mais j'ai le sentiment que mai-juin ne sont pas forcément, de manière générale, des mois forcément faciles sur l'exploitation des entrées, entre le beau temps, le foot, etc. Voilà, donc nous, on a reconstitué notre calendrier de sortie avec des choses qui étaient prévues à un certain moment, des choses qu'on prévoyait aussi sur cet été-là, et finalement, on a la chance d'avoir 2 étés de suite où on va pouvoir essayer de travailler normalement, en espérant que ça ne soit pas coupé une nouvelle fois, que ça continue. Voilà. Vous n'avez pas le sentiment que sur cet été 2020, le code a un peu changé, et qu'en l'occurrence, avec les problématiques des sorties des films inédits, des films qui se sont accumulés sur les étagères, du débarquement attendu des grosses productions américaines, Cannes en juillet, forcément, est-ce que ça ne suscite pas des sources d'inquiétude supplémentaires? Et par ailleurs, est-ce que vous avez été tenté par, et osons le mot, la concertation entre distributeurs patrimoine, sachant l'accumulation des titres? En fait, ce qui s'est passé, il y a eu 2 périodes, il y a 2 moments. Je pense qu'il y a une perte de repères totale. Ce qui a été clair, c'est qu'il y a une vraie envie et la place pour le patrimoine l'été dernier. Là, tout le monde a été inquiet à la refermeture de cet hiver. Moi, j'étais très content de rejoindre mes camarades là, au sein du SDI, le syndicat des distributeurs indépendants, parce que le premier confinement, je me suis senti un peu seul, comme plein de gens de la profession. Tout à l'heure, on avait des exploitants qui étaient sur scène. On échange régulièrement avec eux. Enfin, je pense que la reprise est difficile pour plein de gens, plein d'équipes, plein de salles, et qu'il fallait
pas forcément se concerter, mais au moins être prêt. C'est-à-dire être encore mieux prêt, j'ai envie de dire, pour cette réouverture. Et il y a eu un constat qui a été général. Et d'un seul coup, j'ai l'impression que toute la profession s'est mise d'accord sur un constat, en effet, de beaucoup de films à sortir, de beaucoup de films fragiles. Nous, on a la peau dure parce que, par définition, distributeur de patrimoine, il faut qu'on trouve de la place dans les grilles. C'est ce qu'expliquaient très bien les exploitants juste avant. Ils savent le faire, sauf en effet quand il y a des salles qui sont spécialisées en patrimoine. Je pense au cinématographe de Nantes ou par exemple le studio du Havre, ou tout à l'heure Sabine, en effet, l'Institut de l'Institut de l'image à Aix-en-Provence. On est en terrain conquis. On est ici à La Rochelle avec des gens qui aiment le patrimoine, qui le défendent. Et il faut que ces bulles, elles soient partout en France et pas uniquement par défaut. Et il n'y avait pas de défaut l'année dernière parce qu'en fait, moi je trouve ça normal qu'on ait envie de programmer Crash, Elephant Man, Debo Widerberg ou d'autres titres parce qu'ils ont leur place et que ce que disait très bien aussi Vincent hier, et puis après, l'actualité, elle peut se faire sur le patrimoine toutes les semaines, sans justement ce mot d'ordre, des chiffres, à l'UGC Léal, à 9h le matin, etc. Mais c'est ça qui dicte en fait le baromètre de notre profession. Et là, c'est vrai que dans cette période d'arrêt, tous nos collègues, dans tous les syndicats, petits ou gros, de distributeurs, on s'est rendu compte que comment on allait faire. Il fallait peut-être... enfin, penser à un monde d'après. Après, le monde d'après, il est arrivé plus vite que prévu. Mais c'est vrai qu'au sein du SDI, il y a cette force quand même de mettre les films sur le même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des films documentaires, des films jeunes publics, il y a des films nouveaux, il y a des films de patrimoine. Et j'ai l'impression que le message passe, que nous, c'est vrai qu'au moment de la réouverture, on avait installé quelques conventions en province parce qu'on voulait recréer ce lien avec des exploitants qui étaient en manque. On voulait montrer des films pour être prêts à la réouverture. Et on a organisé une vingtaine de conventions comme ça, où on pouvait montrer à la fois un film jeune public, un film de patrimoine et un film nouveau, pour recréer ce lien. Et moi, je pense que c'est important, c'est ce que j'ai aimé entendre tout à l'heure, c'est qu'en fait, on doit être dans un dialogue en permanence. Donc c'est vrai que c'est bête parce qu'on est séparés à chaque fois, distributeur ou exploitant. Mais moi, c'est comme ça que je le vis, en fait. Ce que j'entends, ça me fait plaisir. Moi, j'ai envie d'être dans le plaisir et dans la confiance, en fait, quand je fais mes films. Et avec, évidemment, les gens qui étaient à la table ronde d'avant, on sait que ça se passe très bien. Mais le plus dur, c'est que ça devrait se généraliser. Quand j'entends quelqu'un dans la salle tout à l'heure qui dit « Mais comment je vais faire ?» C'est pas plus compliqué qu'un autre film, en fait, faire du patrimoine. C'est même plus simple, parce qu'on les connaît déjà quelque part. Donc, en fait, et si on ne les connaît pas comme moi, on attend d'avoir 51 ans, la veille du confinement, et on découvre l'Aventura. Mais il y a plein de distributeurs avant Théâtre du Temple qui ont montré le film. Et moi, il m'a fallu 50 ans pour le découvrir. Et notre métier, c'est ça. C'est être des passeurs. Et les passeurs ultimes, c'est les salles de cinéma qui, justement, s'emparent de nos films. Un autre dans le métier, c'est quand même d'être passeur. C'est Jérôme. Alors oui, moi j'ai un métier un peu particulier par rapport à mes camarades. C'est que nous ne sommes pas distributeurs de patrimoine en direct. On considère qu'il y a des équipes qui font ça très bien, beaucoup mieux que nous, et que s'appuyer sur notre catalogue d'un millier de titres, on pourrait céder à la facilité en allant vers, je dirais, un certain nombre d'œuvres plus faciles, mais on préfère les confier à des personnes dont c'est le métier, qui le font avec passion, avec plaisir et enthousiasme. Donc nous, notre job, c'est d'abord de les restaurer, de les rendre disponibles, et puis, je dirais, on a une activité d'études sur le patrimoine. C'est-à-dire qu'on suit énormément, en France et à l'international, ce qui se passe sur le patrimoine. Je m'explique. On a en interne une équipe qui répond à toutes les demandes de festivals en France et à l'étranger sur notre catalogue. Donc on a 18 à 24 mois avant des demandes assez... sur des thèmes, voilà. Donc on essaie de dégager un certain nombre de tendances. Et d'autre part, comme on commercialise nos œuvres sur différents supports, et Vincent en parlait tout à l'heure, sur d'autres modes d'exploitation que la salle, qui sont complémentaires et pas concurrents, je vais juste rappeler quelques chiffres. Quand vous regardez le patrimoine en salle, c'est grosso modo 2% des entrées annuelles depuis 20 ans. Ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà. C'est assez stable. Quand vous regardez la vidéo physique, elle a été divisée par 4 en 10 ans. C'est aussi simple que ça. Voilà. Lorsque vous regardez la vidéo à la demande transactionnelle, unitaire, c'est-à-dire lorsque vous louez ou vous achetez
une œuvre, donc à l'acte, vous vous apercevez que 85% de ce marché, en France ou à l'international, est capté par des œuvres qui ont moins de 3 ans d'existence. D'existence au sens sortir en salle depuis moins de 3 ans. Et lorsque vous vous penchez sur la vidéo à la demande par abonnement, je recommande toujours la lecture de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. C'est un organisme qui dépend de la Commission européenne, qui produit des études assez remarquables pour qui sait se plonger dans 600 pages de rapports et 400 pages de tableaux, mais on y trouve des choses extrêmement intéressantes. Vous apercevez qu'il y a, au niveau de l'Union européenne, au sens large du terme, il y a 157 plateformes de vidéo à la demande par abonnement. Il y a 237 ou 235, ça dépend quelle est leur base, mais de services de vidéo à la demande transactionnelle unitaire. On est bien d'accord, abonnement d'un côté, transaction unitaire de l'autre côté. Et lorsque vous regardez la composition de ces plateformes, il y a une étude très récente qui est sortie en décembre dernier, vous apercevez que sur le patrimoine, ils ont une définition du patrimoine qui est un peu différente de celle du CNC. C'est un débat qu'on a avec eux très régulièrement. Le CNC a tendance à penser que c'est 10 ans. Voilà. Selon les directeurs, selon les directions, pardon, plus qu'on ne va pas faire en nominatif, mais selon les directions. Voilà. On a plutôt tendance à considérer qu'il faut au moins attendre 20 ans. On est plutôt sur cette ligne-là. Donc, du coup, je suis allé me pencher sur tous les chiffres. Et l'offre si on prend les trois grosses plateformes mondiales que sont Netflix, Amazon et Disney, vous apercevez que les films de plus de 20 ans dans leur offre, sur Netflix, c'est moins de 10%. Okay, sur Amazon, c'est moins de 20%. Sur Disney, en revanche, de par la nature intrinsèque de son catalogue, c'est 45%. Et si vous intéressez à une petite plateforme, je vais prendre Filmo TV en France, parce que vous en avez sans doute entendu parler, vous apercevez que plus de la moitié, 55% de leur offre, sont des films de plus de 20 ans. Donc le patrimoine est extrêmement bien exposé sur ces plateformes en termes de présence, en termes de mise en avant, d'éditorialisation, de contextualisation, ce que les distributeurs font et ce qu'ils font pour vous et ce que vous faites, vous, au quotidien, toutes les semaines, au travers des programmes. J'ai retenu une idée assez dingue tout à l'heure avec le concours de hurlements à la fin de la séance. Je serais dans le coin, je pourrais y emmener mes grandes filles. Mais voilà, donc je pense que ce sont des choses que... Il ne faut pas opposer les plateformes aux salles pour une raison, c'est que vous avez une chance, c'est que vous avez le contact direct avec vos spectateurs. Nous, quand on est derrière un écran, nous ne sommes qu'un numéro et une suite de chiffres qui sont modélisés sous forme d'algorithmes. Donc là-dessus, ils ont pas les moyens d'aller personnaliser, d'aller, je dirais, vous chercher comme vous êtes en mesure de les chercher. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement optimiste, en tout cas, sur la place des films de patrimoine dans vos salles. Mais comment ménager en fait l'exposition du cinéma, des films patrimoine, dans la mesure où en même temps on le voyait dans la rencontre de tout à l'heure, et vous le savez très bien, condamné sans cesse à faire l'événement, où il peut plus difficilement exister sans un effort continu d'animation. Ou peut-être je me trompe, non Vincent n'a pas l'air... Non, je voulais dire, on s'appuie sur les salles aussi pour créer l'événement, même si nous tous ici, on fait en sorte d'accompagner au maximum et de donner des éléments, des espèces d'outils pour que les salles puissent être inventives, avoir les moyens de proposer des choses différentes. Je pense à des bonus en DCP par exemple, pour accompagner certains films, des documents. Là, on a fait les photos d'exploitation sur les films Gaumont, donc Zazie dans le métro, La guerre des boutons, auquel on a adjoint Tom Foot en éditorialisant avec les tote bags, avec ce programme Les Enfants Terribles, permettant aux salles de les grouper par 1, 2 ou 3
en étant un peu en dépassant le côté français, mais en étant sur le côté sale gosse, et qu'on est content de renvoyer au cinéma quand on les a eus à la maison pendant tout le confinement. Donc ça, c'est des petits exemples. Mais après, chaque salle doit... on parlait de confiance. Nous, c'est ce qu'on fait aussi depuis longtemps, en n'appliquant plus de MG et en n'ayant pas d'exigence sur le nombre de séances. Jacques, tout à l'heure, tu disais que c'était du plaisir de programmer le patrimoine parce qu'il n'y a pas de... Bon, nous, évidemment, on n'est pas en capacité, même si on n'en a pas envie, donc ça tombe bien. Mais si on vous disait, on a besoin que vous preniez 3 semaines à toutes les séances Zazie dans le métro, je pense qu'on irait vers un échec cuisant. Donc c'est chouette de se dire aussi qu'on sait, nous, que vous faites le mieux possible, avec le plus de cœur possible, et comme vous savez ce qui est bien pour votre public, dans votre ville. Donc parfois c'est une séance présentée ou pas, parfois c'est un rendez-vous régulier dans lequel le film va s'intégrer. Donc effectivement, ça peut être 6 mois plus tard, 2 mois après. Nous, on est complètement ouvert là-dessus parce que c'est vous qui savez, pas nous. Simplement, on essaie de faire le maximum pour vous donner les moyens de donner envie aussi au public de rattraper, mais ça reste un petit peu des gadgets. Je ne sais pas quel impact ça a réellement, toutes ces choses-là. Ça fait plaisir, en tout cas, de les échanger, de les partager, et c'est déjà ça. Juste pour Jacques aussi, et Fabien d'ailleurs, vous parliez de l'accompagnement et de la joie et du plaisir. Tu disais que tu étais avec ton caddie à libérer les tartines. Nous, chez Malavida, on fait ça depuis très longtemps. À l'époque de Jean-Marie Redon, à l'Action Christine, où on arrivait avec les caddies et on avait, avant d'être distributeur, parce qu'au début, on faisait principalement de l'édition DVD, c'était le Ciné Kubi Club. Donc, c'était vraiment un cubiténaire de vin qui sortait du caddie à la fin de la séance et des gobelets pour... partager, parce qu'on avait envie que toute la salle participe. C'était pas un truc de carré VIP ou de je ne sais quoi. Donc on invitait, comme tu le disais, tous les spectateurs à boire un verre et à échanger sur le film, parce que c'est pour ça qu'on est tous là. Nous, on sort des films qui sont aussi parfois peu connus ou moins connus en tout cas. Et c'est aussi très important, on y met beaucoup de cœur, et c'est important d'avoir le retour, parce que si on n'a pas l'échange avec le public, on a l'échange avec vous qui est très précieux, mais après on a aussi vraiment envie et besoin d'avoir l'échange avec les spectateurs. Et il n'y a rien de plus chouette que de montrer, les Widerberg, il n'y en avait aucun quand on a commencé à travailler dessus, mais qui chantent là-bas, c'est pareil, il y en a eu X... dans l'histoire de Malavida, c'est vraiment le bonheur ultime, c'est quand même d'être à la fin de la projection, de voir les gens arriver avec des sourires vraiment radieux, parce qu'en général, ça se passe toujours très bien, comme les retours que vous nous avez fait après la projection d'Un jour un chat ce matin, matinale. Mais c'est vrai que c'est ça qui compte, et c'est ça qu'on essaie de faire, et ça fonctionne bien. J'ai complètement perdu le fil de ta question, mais bon. Après, c'est vrai que tout à l'heure, moi je disais, on a le cuir dur, et on sait s'adapter, mais on aimerait être traité comme un film comme les autres, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fait le même travail que les autres films, et on a la place qu'on veut bien nous laisser. Et après, moi, c'est vrai que depuis 2009, merci de me rappeler que j'ai sorti 14 films, je me rends compte qu'en fait, y a des exploitants avec qui je perds le contact, qui, eux, perdent le contact avec le patrimoine, et ça, c'est des choses qu'on regrette, quoi. Et là, on est dans un moment un peu paradoxal parce que, par exemple, on était présent. Enfin, je dis pas moi, mais indirectement, bizarrement, moi, j'aurais aimé sortir The Wicker Man à l'été 2020. Je ne pouvais pas être prêt. J'ai voulu être prêt pour novembre, ça s'est arrêté. Pour décembre, c'est pas reparti. Là, j'étais prêt. Donc, je disais toujours, je serai prêt. Mais en fait, je serai prêt, comme d'habitude, avec ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Parce qu'il faut avoir envie de faire du patrimoine. Et quand je sors The Wicker Man, je ne sors pas Ragtime. Et très bizarrement, à la réouverture des salles de l'été 2020, on m'a beaucoup demandé Ragtime, j'ai rien eu à faire. Il y a eu une vraie envie, et ça, c'est magique. Et en fait, on a envie de ça. C'est-à-dire que le téléphone sonne plutôt que de se compliquer la vie des fois avec des films difficiles. Et puis, il y a plein de choses magiques qui se passent. Mais là, c'est vrai que moi, ce moment de réouverture-là, il y a des salles où on sent que ce n'est pas leur préoccupation principale. Tout se parasite, il y a l'actualité de Cannes, il y a des films qui vont se rajouter, c'est-à-dire le constat qu'on fait en mois de janvier, là il s'alourdit. Moi je pense à des amis aussi qui sont dans la salle, distributeurs, qui ont des films nouveaux, qui pareil n'arriveront pas à les dater ou trouver de la place. En fait on est devenus tous fragiles, mais nous on le savait déjà qu'on était fragiles, eux ne le savaient pas encore, et il faut trouver de la place pour tout le monde, et ce qui est le plus dur, c'est, oui alors on a rêvé d'un moment de régulation, de calendrier, de s'entendre sur des choses, parce qu'il faut, en fait, pour qu'il y ait une vraie diversité, on nous parle tout le temps de diversité en France, il faut qu'elle soit réelle, il ne faut pas qu'elle soit juste
dans les paroles et que voilà, tout le monde devrait faire du patrimoine en France et pas uniquement d'un seul coup dans une case culte une fois par mois parce que c'est facile dans un réseau de salles UGC, Gaumont ou autre. C'est-à-dire tout, et même les petites salles de région. Et il y en a qui le font très bien et il y a des très belles surprises. Moi, la semaine dernière, je me retrouve dans le Loir-et-Cher, ils sont 25 dans la salle, il pleut des cordes et j'ai jamais... Non, pas que pour ça, parce qu'il fallait venir. Et il faisait beau avant, et il y a toujours du foot. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre d'entendre cette histoire de il fait trop beau, il y a du foot. Non, les gens, ils vont au cinéma. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut les prendre par la peau des fesses, pour rester poli. Et en fait, moi, j'ai jamais eu une discussion aussi nourrie. Ils étaient 25 au début de la projection. On a fini à 10 après, mais ça fusait. Ça parlait non-stop. Et il y avait encore un couvre-feu. On a dépassé l'heure, quoi. De fait, si je... Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on revienne à un moment où il y ait toujours de la place pour le patrimoine et qu'elle s'entende et que d'un seul coup, en effet, moi, je ressens un truc très profondément depuis 5-6 ans de salles de cinéma qui n'ont pas la difficulté du public, de l'équipement, de la population, d'avoir des étudiants dans le public possible et qui n'en font plus ou qui ne me répondent plus. Ils ne me répondent plus pourquoi ? Parce qu'en effet, ils sont contraints par d'autres distributeurs et d'autres envies qui leur empêchent de me répondre ou de me trouver de la place pour moi ou pour mes collègues. Parce qu'en fait, ça doit être un besoin naturel de montrer ces films-là. Mais de fait, il faut dire qu'entre vous et nous tous, le problème, c'est qu'on est entre personnes qui sommes tout à fait d'accord et que les fameuses bulles qui doivent aller partout sur le territoire, on l'a vu en fait l'année dernière, qu'on a eu la preuve que même quand les blockbusters manquent, ça nuit au cinéma. Et quelque part, ça nuit aussi au cinéma de patrimoine. Mais alors, en fait, question pour tous, pour vous tous, vous êtes tous convaincus, nous sommes tous convaincus de la valeur de la diffusion du patrimoine sur grand écran, mais comment faire du prosélytisme pour qu'il y ait plus de salles, plus de films et donc plus de public pour le patrimoine ? Comment diffuser ça, en fait, auprès des collègues ? C'est le programme du prochain président du CNC, non ? C'est ça, non ? Non, attends. Juste un truc, Vincent. La régulation, elle peut être réglementaire, elle peut être libérale, économique. Je ne vais même pas rentrer dans le sujet. Je pense que on arrive à la fin d'un cycle. De fait, on l'a entendu, j'aime pas le monde d'avant, le monde d'après. Je préfère le terme de cycle. La production cinématographique, le niveau de production cinématographique va diminuer. Je veux dire, voilà, vous le prenez dans quelque sens que vous le voulez, au sens sortir en salle, non pas que ce soit une volonté, il y a tout simplement moins d'argent pour produire. Voilà. Donc une fois que vous avez dit ça, c'est relativement simple. Donc il y a c'est un peu comme en télévision. Quand on vend à une chaîne de télévision, on discute de cases. C'est-à-dire tel film, où est-ce qu'il a sa place dans telle case ? Première, deuxième partie de soirée, est-ce que ce sont des cycles ? Voilà. Vous avez la même chose vis-à-vis des films récents par rapport aux films de patrimoine. Indubitablement, vous allez avoir dans les 3 années qui viennent, moins d'œuvres qui vont être produites. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le taux de rotation, la vitesse de rotation sur les écrans va s'accélérer. Donc, en termes sportifs, on dit qu'il y a des espaces qui vont se libérer. C'est comme, pardon, je sais que tu en as marre du foot, mais c'est une analogie qui fonctionne aussi pour le rugby. Donc, vu qu'on est quand même dans une ville, voilà. Donc, il y a des espaces qui vont se libérer. Donc, je dirais qu'à partir de ce moment-là, la nature ayant horreur du vide, on est sur un système de vase communicant. En tout cas, c'est ma vision. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Non, moi j'ai le sentiment qu'en ouvrant n'importe quel programme des 1000 salles de France, je vois les mêmes films là en juin. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait 2 ou 3 films sortis en juin. C'est mon sentiment. Et c'est le sentiment que j'ai eu à la fin du mois d'octobre, au moment du couvre-feu. Il y a
un moment, après, on est dans un moment très paradoxal, c'est-à-dire qu'on a tous envie, les salles de cinéma ont envie d'avoir les spectateurs, ils ne vont pas prendre des risques sur The Wickerman. Vincent, il ne va pas pouvoir envoyer la fille de son réalisateur iranien dans toutes les séances pour faire le plein. Enfin, si, il me dit que si. Ouais, moi, je la suivrai alors. Non, mais en fait, c'est ça. Quand tout à l'heure, tu parles qu'on est condamné à l'événement, non, les films, ils devraient se suffire à eux-mêmes. Et je pense qu'en fait, il faut... Quand, Jérôme, tu parles d'espace, je suis désolé, mais j'ai le sentiment que les films nouveaux et les contraintes qu'imposent certains distributeurs tout le long de l'année, ce n'est pas forcément les majeures américaines, laissent peu d'espace ou d'esprit libre pour des programmateurs et dans des grilles de programmation. Et qu'on est toujours... Il y a un moment, il y a des séances vides pour tous les films, et même pour les blockbusters français ou américains. Et ça, c'est pas normal. Je pense qu'il devrait y avoir... C'est pas une régulation, il devrait y avoir plus d'écoute et d'échange entre les exploitants et les distributeurs. Après, il y a plein de façons de réguler, d'avoir accès aux films, et la DRC est là pour ça. Et puis, il y a des soutiens, il y a plein de fléchages pour qu'en effet, ça soit possible. Mais je trouve que les vases communicants ou l'espace, pour le patrimoine, là, la reprise, c'est pas facile. Après, il faudrait peut-être poser la question à vous, exploitantes qui est dans la salle. Voilà, mais comme j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus une masse énorme d'exploitantes dans la salle et qu'il y a peut-être autant de distributeurs, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, oui, de voir un petit peu vous, comment vous le ressentez. Voilà, il y a une question, une main levée. Et après, moi, je donnerai ma vision. Oui, bonjour. Jean-Serge Pentier du cinéma Jean Vigo à Gennevilliers. Je ne sais pas par où commencer, mais en fait, moi j'ai une exploitation de 2 salles, salle municipale, essentiellement à Réessay, qui est label et essentiellement le patrimoine. Et ça fait donc maintenant 5 ans, 6 ans peut-être que je prends la direction de la programmation. Et avec notre prédécesseur, on avait déjà, dans le cadre de notre cahier des charges, défini une charte de travail en fait et de partenariat que je fais en sorte de le respecter parce que c'est le centre de notre activité, c'est-à-dire évidemment une part généraliste parce que le cahier des charges est de toucher tous les publics, une grosse partie programmation enfant, dont d'ailleurs le patrimoine aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a le patrimoine aussi pour le jeune public, qui marche très très fort au passage, en tout cas chez moi, et puis bien entendu la partie cinéma de mémoire, le patrimoine. Et donc moi je travaille dans ma programmation, j'ai 38 séances hors vacances scolaires, parce que j'ai 2 salles, donc je fais simple, et chaque semaine je garde minimum 3 séances tout le temps le même jour par exemple, pour donner un rendez-vous aux spectateurs. Et je travaille aussi beaucoup par cycle ou par rétrospective. Ça permet de donner du sens et une continuité en fin de compte. Là, je ne sais pas s'il y a Laurent, Rodolphe et Tamas, je ne sais pas quoi. Mais hier soir, à 1h du matin, j'ai envoyé un mail pour ma programmation de la saison octobre-septembre et de 2021-2022 sur par exemple, je termine sur Forbidden Hollywood, là, bientôt. Là, et un hommage à Tavernier, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais bon, il était parrain de notre salle. Donc je fais un focus et dans la continuité, je fais donc effectivement aussi une programmation sur... je vais prendre Piala parce que j'adore et ça tombe bien. Et, mais là-dessus, moi je travaille beaucoup aussi sur l'idée que il faut que ce soit... la problématique des films de patrimoine, je vais essayer de faire vite, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de visibilité au sein de notre public. À contrario du cinéma généraliste qui fait les médias et qu'on peut entendre à travers la télé ou d'autres supports. Donc en fait, le seul moyen de communiquer, c'est effectivement la salle de cinéma auprès de son public de proximité. Donc là-dessus, il faut vraiment faire un effort sur notre programme papier, par exemple, ou nos réseaux, ou moi, par exemple, sur mon programme papier. Effectivement, sur tout ce qui est répertoire, jeune public et autres, au lieu de faire 3 colonnes sur une feuille, je fais une colonne quasiment, enfin une page pour le patrimoine. Donc j'essaie de le mettre en avant à travers ça. Et depuis quelques temps, je fais des podcasts aussi. Ça, j'ai trouvé ça grâce au confinement, en fait, que je pouvais m'enregistrer, que j'étais pas trop mauvais, enfin, dire de mes collègues, à enregistrer. Je fais une présentation généraliste, et qui passe devant chaque première, qui est collée au film, en fait, en réalité. Un peu ce que fait l'AFCAE avec tous ces... Mais bon, très bon. Et tout ça, ça permet de créer une dynamique, en fait, quelque part. Alors, je sais pas si je touche énormément d'entrées. Et dernier point aussi, pourquoi, à mon sens, le patrimoine il est essentiel dans ma programmation et dans ma vision de passeur, c'est que donc Gennevilliers, c'est une ville populaire avec 77 nationalités
différentes dans la ville. Et quand je passe des films de patrimoine, donc il y a notre histoire à tous, notre bien commun, ça me permet aussi d'avoir sur ces populations qui sont arrivées pour beaucoup très récemment en France, ou voire même qui ne parlent pas la langue. Je travaillais beaucoup avec les associations à travers faire comment est-ce qu'on se construit à travers le regard que porte le cinéma sur notre société. Depuis Youssef Chahine, ça peut être aussi, j'ai oublié, mais bon, enfin nos cinéastes de référence dans le patrimoine, et il y a effectivement une capacité, je fais court, et après une possibilité énorme de pouvoir justement à travers le patrimoine créer du lien dans nos cités et dans nos villes qui sont souvent avec des diversités culturelles très très différentes. Et ça c'est extrêmement important et ça marche très très bien avec les associations à ce niveau-là. Voilà, vous marchez bien avec le patrimoine. Vous marchez bien avec le patrimoine. J'ai pas compris. Vous marchez bien, vous faites des bonnes entrées, vous faites un travail à l'année sur le patrimoine. Oui, voilà, c'est ça, je fais un travail à l'année sur le patrimoine. Vous êtes content des entrées que vous faites? Bah non, je ne suis jamais content des entrées que je fais. Non, mais c'est-à-dire que oui, je ne sais pas, sur le patrimoine, là, je dois faire, j'ai des jauges à 20% à chaque fois, à peu près, grosso modo, sur... je ne sais pas comment vous parlez en termes de chiffres. Mais en termes d'entrées, par exemple, je ne sais pas, sur quand vous passez un film dans une semaine ou avec 3 séances, vous faites combien d'entrées? Sur 3 séances, je suis sur une quarantaine d'entrées, 40-50 entrées. Mais ce qui est, je pense, alors, sur une ville de 40 habitants. Mais bien par rapport à plein d'autres films nouveaux. Ah bah moi je suis sur des mêmes jauges, oui, sur les mêmes quasiment sur les mêmes nombres d'entrées. Si je vous pose des questions, c'est parce qu'on voit qu'actuellement il y a un afflux de films. Enfin, de toute façon, c'est pas nouveau. On parle de la situation premier confinement, deuxième confinement. Je n'ai pas le sentiment que c'est réellement radicalement changé la situation par rapport à avant. Depuis, en fait, grosso modo, j'ai commencé le métier, il y a trop de films. Je pense que 10 ans avant, on disait qu'il y avait trop de films, que le cinéma marche pas et que la salle est condamnée. On dit ça depuis, je pense, du passage du muet au parlant. Donc voilà. Après, il y a eu la couleur. Après, il y a eu la vidéo. Il y a eu la télé. Il y a eu Canal+. Canal+, qui est le sauveur aujourd'hui du cinéma. Quand il est arrivé en 83, c'était lui qui allait tuer le cinéma. Après le DVD, Jérôme me parlait, il y avait une sorte de rapport conflictuel entre l'exploitation et l'éditeur vidéo parce qu'on s'imaginait que tous les gens allaient voir du patrimoine en DVD, aller puis aller à la salle de cinéma, et on s'aperçoit au contraire que tout ça se rejoint et est complémentaire. Après, il faut exister pleinement et aller chercher les spectateurs un par un, en effet, comme le disait Marc, mais il n'y a pas de... Voilà, puisqu'aujourd'hui, on est dans une société où l'accès aux images est extrêmement facile, comme on le sait, et qu'on a... Enfin, ou faussement facile, qu'on vous donne le sentiment, l'impression que tout est accessible, tout est disponible. Et nos films, légalement ou illégalement, sont disponibles un peu partout. Je ne dis pas ça pour lancer Marc sur certains sujets, mais en tout cas je veux dire, vous avez possibilité de voir du cinéma et de l'image, et c'est en ça que le cinéma a gagné la partie, même si aujourd'hui on nous bassine avec les séries télé, mais en tout cas le cinéma est omniprésent partout. Il est partout dans les publicités. Vous avez des stars des années 50-60 qui font des pubs pour des montres, pour des parfums. Il est présent dans des hôtels. Vous avez l'hôtel MK2 qui a ouvert sur la thématique du cinéma pour aller voir du cinéma en salle, mais aussi chez soi. Face, quand vous êtes à l'hôtel, à la cour, vous avez deux immenses fresques de JR, une sur Chapine et sur Harold Lloyd. Donc autant dire que le cinéma est omniprésent et partout. Je ne sais pas s'il faut dire qu'il a gagné la partie, mais c'est qu'il est là pleinement. Après, c'est comment aller chercher... Nous, dans le travail qu'on fait en tant que distributeur, et vous en tant qu'exploitant, et tous les relais qui existent, associations, journalistes, presse, comment les faire venir en salle de cinéma pour voir un film. Ils peuvent le voir en vidéo, ils peuvent le voir en VOD, ils peuvent le voir à la télé. On a la chance quand même en France, par exemple, si on parle de la télévision, contrairement aux plateformes dont parlait Jérôme, d'avoir des chaînes de télé qui font un vrai travail sur le patrimoine. Et je pense qu'on est le dernier pays à avoir ça. C'est-à-dire d'avoir des... Même si on sait que France Télévisions devrait être plus actif sur le patrimoine et qu'on en parle, mais en tout cas une chaîne comme Arte fait un travail remarquable. Vous avez OCS, vous avez Ciné+. Et c'est ce public-là, potentiellement, il va venir voir un film au cinéma. Parce que quand vous avez vu un film, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, pour prendre les années 70, de John Carpenter, d'Hitchcock ou autre, ou de Ford, vous avez envie de le voir après, quelle que soit la manière de voir les films. Et la notion d'éditorialisation, c'est pour ça, quand vous parlez tout à l'heure dans votre salle, et la plupart, je pense, des gens qui sont là le font, hein, donc c'est un peu plus convaincre ceux qui le font moins, ou pas, mais qui ne sont pas forcément là. Donc il faudra transmettre la parole. Mais cette notion d'éditorialisation, elle est primordiale aujourd'hui. Et c'est vrai que l'accompagnement que chacun d'entre nous faisons est essentiel. On donne du sens, on essaye en tout cas, et c'est ça qui nous intéresse, de donner de plus en plus de sens à notre travail, à nos métiers, par les documents qu'on réalise. Nous, on a lancé une petite collection de livres qui n'est pas un petit flyer de 4 pages, mais on ne peut pas le faire sur tous les films aussi. À un moment donné, il y a une hiérarchie à avoir. C'est comme vous ne programmez pas, vous,
tous les films de la même manière en termes de séances, spéciales, en nombre de séances, etc. Donc ça, c'est capital. Et une fois qu'on a gagné la confiance et qu'on a gagné un spectateur, que ça soit en salle de cinéma, achetant un livre, achetant un DVD, un Blu-ray, ou étant habitué à aller voir tel ou tel film sur telle ou telle chaîne, il vient, il revient et il se démultiplie. Donc ça, moi j'ai plutôt une confiance totale sur la cinéphilie. Il y a déjà 20 ans, on disait qu'il n'y avait plus de cinéphiles, qu'il n'y avait plus de jeunes. Quelqu'un en parlait aussi là. Sauf qu'aujourd'hui, ces fameux 15-20 ans, qui est l'obsession du CNC, ils sont là. Mais ils ne sont peut-être pas là sur les mêmes films. Ils ne sont peut-être pas là sur le même patrimoine. Alors c'est sûr qu'on voit que c'est... Même si c'était formidable quand j'entendais qu'on parlait de Lubitsch ou Sœur, je sais que c'est plus difficile, de manière générale, de mobiliser, quelle que soit la manière de voir le film aujourd'hui sur Sœur ou Lubitsch, même s'il y a toujours des exceptions, et heureusement, que de mobiliser sur le cinéma des années 70, 80, 90, voire 2000. Bon, il y a le rapport par rapport au temps, et quand aujourd'hui on voit que la nouvelle génération de cinéphiles, elle est plus sensibilisée par rapport aux films de 2000, 90, même 70, ça devient un peu la préhistoire. Non mais il faut se le dire. Je veux dire, là, Marc sort un documentaire sur Cimino, on adore Cimino, mais aller parler à quelqu'un qui a 18 ans, il ne connaît pas forcément le Cimino. Mais vous lui montrez un Cimino, je pense qu'il adore, et il va découvrir Cimino, il va découvrir Friedkin, etc. etc. Donc voilà, c'est pleinement là. Après, pour juste nuancer un petit peu, on ne peut pas faire l'événement tout le temps. Je veux dire, même vous ne faites pas des soirées événementielles tous les jours, toutes les heures, etc. Il est obligé d'avoir des séances traditionnelles où on fait confiance que le public va être là, entre guillemets, juste pour voir un film. Après, d'organiser des événements, vous en faites plein, on en fait plein, des avant-premières, etc. Mais il faut aussi se dire, en tout cas penser, que le film va vivre par lui-même. Après, il marche pas, c'est comme un film nouveau. Hein. Quand je vois tous les films qui sortent actuellement, même s'il y a des avant-premières, des tournées, ces films-là, à 90%, ils vont tourner sans les talents, sans une séance animée par un critique, etc. Donc tout ça doit être complémentaire, mais il ne faut pas cantonner le patrimoine sur des séances exceptionnelles. Alors j'ai bien conscience, ce n'est pas la même chose dans une petite ville, moyenne ville qu'une grande ville. Mais on voit une certaine tendance, alors je pense qu'il y en a moins, donc on va le dire, hein, mais même s'ils étaient là, on le dira aussi, sur des grandes villes qui disent « Ah bah c'est très bien, moi je vais garder ce film-là pour faire une séance à 20h, où je vais fédérer l'association, je vais faire une très très bonne séance, et puis finalement je ferai peut-être un peu moins que si je l'avais passé toute la semaine, mais séance par séance, je ferai plus. » Sauf qu'à l'arrivée, le distributeur qu'on a, et ce n'est pas une question de rentabilité financière ou autre, on sait qu'on perd des entrées, qu'on perd des spectateurs, et qu'on sait très bien, même si on a une réelle confiance, en effet, à l'habitude que vous avez de connaissance de votre public, mais mathématiquement, on sait qu'un film qui va être présenté dans une grande ville, 3 séances dans la semaine, dont un mercredi à 10h, un dimanche à 10h, et peut-être un vendredi à 16h, va faire moins que s'il est présenté à 18h. On ne demande pas 3-4 séances par jour, on n'est pas des ayatollahs, mais il va faire moins de séances parce que le public sera forcément moins disponible. Et je suis intimement persuadé, ça, je sais très bien que c'est pas très bien accepté quand je le dis à la professeure exploitant, mais je pense que voilà, c'est plus peut-être des grandes villes et d'autres problématiques. Un film qui va être 3 séances dans la semaine, consciemment, inconsciemment, même s'il n'est qu'une séance par jour, ce qui est quand même pas trop demandé. Quand c'est un mono-écran, 2 écrans, c'est très bien, mais des salles de 4, des cinémas de 4, 5 écrans, si on est à moins d'une séance par jour, sauf sur des soirées spéciales, événementielles, parce que le film s'y prête aussi, consciemment pour le spectateur, le film va être moins important. Et il va aller voir plus le film. Je ne vous parle même pas du film qui a 2-3 séances par jour. Hein. Que le film qui est minimum une séance par jour. Donc il y a tout ce quand même conditionnement. Il y a des films, chez nous, chez mes camarades, où c'est pas qu'on est moins exigeant, mais on sait que le film va être mieux dans un environnement événementiel sur une soirée animée qu'une séance par jour. Quand on vous a passé la bande-annonce du film Satoshi Kon de Pascal X Vincent, donc qui est un peu hors norme parce que c'est un documentaire, certes sur le patrimoine plus contemporain, qui va toucher aussi un public plus jeune par rapport au manga d'animation, mais on pense qu'il va avoir une vie plus grande, plus importante et peut-être plus de spectateurs à l'arrivée s'il est traité en événementiel que de le balancer comme ça. Une des sorties sur les 25 de la semaine, être perdue, disparaître, et puis aussi les investissements, il faut le dire, du distributeur qui seront forcément plus forts. Donc c'est vrai qu'il faut être aussi au cas par cas, mais c'est important de considérer, me semble-t-il, le patrimoine comme, quelques personnes qui l'ont dit là, en fait comme un film de l'actualité et du marché. Comme les autres. Voilà, comme les autres. Alors on ne se compare pas au dernier Marvel, etc. Mais on voit qu'on a beaucoup de films, et ça me fait de la peine, alors pas toujours, parce qu'il y a aussi comme beaucoup de mauvais films qui sortent, nouveaux, mais par rapport à des nouveaux films qui sortent,
pas des imminents distributeurs qui sont face à nous indépendants, mais qui sortent et qui vont avoir 70, 150 copies pour faire 2, 3, 4 entrées sur la séance de la journée, voire les doubles. Alors qu'un film de patrimoine va faire plus d'entrées. Alors il y en a aussi qui vont faire moins d'entrées, hein. Voilà, mais tout est lié. Donc c'est vrai que c'est plein de questions, plein d'interrogations, et c'est important de travailler main dans la main et de se faire confiance mutuellement sur voilà, un film où on voit, on sait qu'on peut avoir plus de potentiel, donc de l'exposer un peu plus par rapport à un film qui va être peut-être plus difficile, où on fait moins de séances, etc. etc. Et je m'arrête là parce que c'est trop long. Et puis c'est vrai, enfin, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire bouger les lignes, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a un patrimoine établi, il y a des films plus difficiles, et ici, bah voilà, ce matin, on entend une conférence autour de René Clément, et voilà, on fait bouger les lignes. Enfin, en 2021, on comprend que René Clément est un réalisateur moderne. Et si vous, derrière, vous ne prenez pas non plus l'opportunité de programmer ces films, ben on restera sur les mêmes acquis d'avant. Si moi, un jour, je ne me penche pas sur Wickerman, ben c'est toujours un film de genre pour les geeks de Mad Movies, mais en fait, pas du tout. Mais dans 2 semaines, toute la France va programmer le prochain Julien Ducournau sans l'avoir vu, qui sera encore plus violent et encore plus à part et qui aura encore plus de séances. Et en fait, je pense qu'il y a une part des choses à faire. Il y a un moment à saisir sur cette période qui est hyper paradoxale. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques parce que de toute façon, on n'a pas de repères en ce moment. Et au bout d'un moment, je pense que présenter le film iranien de Vincent ou présenter le film de Julia Ducournau, ça sera le même combat parce que dans les 2 cas, personne ne le connaît. Mais sauf qu'il y en a un qui aura moins de séances que l'autre par définition. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de toucher du doigt, parce qu'on est j'ai envie de dire, convaincus de ça, et qu'il y a un gros travail à faire, en fait, pour que la diversité existe. Et puis après, c'est pareil, quand je vois le travail d'Anne-Laure, de Malavida sur certains auteurs, voilà, il faut s'en emparer, et ça prend du temps. Et puis au bout d'un moment, voilà, on sait qui est Beau Widerberg en France. Merci Marc, parce que c'est ce que je voulais dire. Moi, il y a un truc qui picote un tout petit peu avec vous. Je mets un peu les pieds dans le plat, pardon. Mais comme on est, voilà. En plus, vous êtes particulièrement bien placé ici pour savoir à quel point c'est précieux. Mais on entend quand même encore certaines fois certains d'entre vous qui viennent nous voir à l'issue d'une projection en nous disant qu'est-ce que c'était bien ce film, qu'est-ce que je l'ai aimé, mais vraiment, je vais pas pouvoir vous le prendre parce que je ne saurais pas où le mettre. Et ça, c'est dommage. Ça, on a vraiment, ça nous fend le cœur. Non, c'est un peu dommage de... Voilà, tu parlais de prise de risque. Moi, je pense que ce risque-là, il est mesuré. Surtout qu'encore une fois, vous pouvez accompagner comme vous le souhaitez une séance. Au moins, c'est vrai que plus c'est exposé, mieux ça va fonctionner. C'est le cercle vertueux. Mais si vous pouviez, quand un film vous plaît, vous autorisez le risque de le montrer à votre public, de partager l'amour que vous avez ou l'intérêt que vous avez pour ce film, et tenter l'expérience, je pense que ça peut parfois donner des bonnes surprises. Je me souviens en particulier de ça pour les Derek Jarman, où ça avait été très compliqué en salle. Même si beaucoup d'entre vous nous avaient dit que c'était une forme de révélation, vous y aviez été quand même assez peu... Je ne suis pas en train de vous gronder, hein, mais juste... vous aviez été quand même assez peu à les accompagner. Et en fait, on a vu que ce qu'il avait fait, et qu'il avait fait évidemment en amont, en mettant les documents à dispo, etc., ça avait pas si mal que ça fonctionné. Donc c'est possible, et là-dessus, on a vraiment besoin de vous. Parce que tout ce travail qu'on fait, s'il n'est pas relayé vraiment par vous, ça reste un peu vain, entre guillemets, ou en tout cas, ça prend beaucoup de temps, comme Widerberg, où ça fait 15 ans qu'on travaille dessus, et où les premiers films, c'était difficile. Donc voilà, soyez avec nous sur ce coup-là. Oui. Et donc Jérôme ne sera plus avec nous. Bonne route. Merci. Et comme le disait Vincent tout à l'heure, en parlant de travailler main dans la main, comme nous sommes tous réunis là sous quand même l'égide de la DRC et de l'AFCAE, est-ce qu'on peut dire un mot quand même de ce qu'on peut attendre des organisations d'accompagnement et au-delà des pouvoirs publics? C'est dommage d'ailleurs que Jérôme soit parti parce qu'il aurait peut-être pu parler bonification incitative, mais vous saurez le faire aussi, j'espère. Par rapport au classement au label patrimoine, que ça soit incitative.
Et la faut question demander, est oui, ouverte à tous. Oui, il faut demander plus d'argent au CNC pour soutenir plus le patrimoine, c'est-à-dire les salles qui en font, les distributeurs qui en font, même si évidemment le CNC est bien présent et là, et on le voit bien. Non, je pense qu'après, il y a plein de réflexions à avoir. C'est comment donner envie et créer de l'envie, et ce qui est fait déjà. Hein, je veux dire, voilà, on voit ce que fait l'AFCAE, la DRC, à travers des programmes, à travers des soutiens des films, tout le travail d'animation, de visibilité. Après, moi, je pense que par rapport à ce que vous disiez sur, en effet, comment le public a l'information, je pense qu'il y a quand même un gros travail qui est fait des distributeurs quand il sort un film pour le faire exister aux yeux du public, à travers un travail de promotion, communication, relations presse. Alors, ça touche pas forcément tous les spectateurs et partout, mais on fait un travail national. Donc, c'est important d'avoir la notion de distributeur pour faire ce travail-là, en plus de celui que vous faites en relais. Et j'ai le sentiment que ça permet de déclencher plus d'envie et plus de spectateurs que si on prenait un film qui sortait de nulle part, sauf pour des soirées, des nuits, des événements exceptionnels où c'est le film qui est là tout seul. Mais si vous prenez plein de films qu'on sort tous autour de cette table et tous les distributeurs là, s'il n'y a pas ce travail-là, qui est réussi ou pas réussi selon, qui fonctionne ou qui accroche plus ou moins les différents relais pour le faire exister, le film n'existerait pas. Un film comme L'Échiquier du vent, comme Wickerman ou Widerberg ou d'autres, s'il n'y a pas ce travail du distributeur, alors on n'est pas des magiciens et il y a le film au départ, il y a une envie qu'on va réussir à développer ou pas, il y a des très bons films, d'un seul coup on sent que ça accroche pas au niveau de la presse, au niveau des partenaires et au niveau de vous. On a, voilà, mais on voit que ce travail-là porte ses fruits quand ça veut vraiment, quand toutes les planètes s'alignent. Après, qu'est-ce qui peut être fait pour être plus incitatif c'est plein d'actions, quoi. Voilà, plein d'actions autour qui peuvent être faites, mais j'ai un sentiment qu'il y a une belle visibilité du film de patrimoine partout. On le voit dans les festivals, ici à La Rochelle, Cannes a une section Cannes classique, il y a le festival Lumière, il y a tous les festivals, certains d'entre vous organisent. Arras fait du patrimoine, Alès fait du patrimoine. Enfin, le Play It Again qui va être fait, mais ça c'est pour la DRC de faire leur promo maintenant qu'il est totalement à DRC le festival. Mais évidemment, non, Play It Again en septembre. Donc voilà, non, c'est après, je veux dire, ne pas, enfin, je vais peut-être me répéter, mais ne pas le laisser uniquement dans l'événementiel. Parce que j'y crois profondément, on voit les chiffres, il y a plein de films de patrimoine qui fonctionnent bien en termes d'entrée, Paris, province, quelle que soit petite, moyenne ville, et qu'on est pleinement dans l'actualité, dans le marché. Alors on a la force d'être, voilà, c'est toujours pareil, il y a les forces et les faiblesses d'être dans une case, entre guillemets. On a la force d'être un patrimoine, donc quand vous organisez, vous pouvez l'intégrer dans une case, une soirée, un événement, etc. Et créer une habitude aussi, fidélisation de spectateurs. Il n'y a que des bons films qui sortent, voilà. Je le répète, étant aussi où j'étais distributeur de films nouveaux, on voit que c'est forcément, je veux dire, on travaille sur 120 ans d'histoire du cinéma, donc après, on aime plus ou moins ce film-là, mais la chance qu'on a en travaillant le patrimoine, c'est qu'on sort que des bons films. Non mais voilà, donc ça c'est quand même pas rien par rapport en communication auprès des gens, auprès du public. Après la faiblesse, c'est qu'on nous, et je pense pas que c'est votre cas dans l'ensemble des exploitants qui est là, mais on est un petit peu, pas la dernière roue du carrosse, mais on va venir à la fin. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord sortir les films nouveaux, et je peux entendre, pas admettre, hein, mais entendre que certains exploitants disent ma priorité c'est sortir les talents d'aujourd'hui et les nouveautés, pourquoi pas, mais je pense que l'histoire du cinéma, elle est importante pour les talents d'aujourd'hui, et que plein de cinéastes existent que grâce aux talents d'hier, aux films d'hier, et que si on n'est pas dans cette transmission de la cinéphilie, de la culture, le cinéma d'aujourd'hui et de nouveaux talents, ils vont peut-être moins exister. Et quand je vois plein de films qui sortent, qui sont à constamment, à tort ou à raison, parler de référence, pareil, on nous bassine avec le film de genre français, formidable, etc., qui va toucher les 15-25 ans. Quand je vois c'est une Madeleine qui revient tous les 10 ans, hein, donc c'est pas en 10 ans qu'on va faire un film pour les 15-25 ans qu'on va les toucher. On en parlait hier, Carpenter ou d'autres, quand ils faisaient un film, ils ne faisaient pas pour les 15-25 ans, non, ils faisaient pour les spectateurs. Et ils touchaient tout public. Donc voilà, et quand on voit des films qui sortent aujourd'hui, je pense à La Nuée, on me parle constamment de Carpenter, Cronenberg, etc. Et oui, c'est quelque chose qui nourrit le cinéma, qui nourrit les spectateurs, et je pense que c'est un vrai privilège qu'on a en France de pouvoir avoir cette actualité permanente du cinéma de la part des festivals, des distributeurs, des associations comme la DRC et l'AFCA, et qui est unique au monde. Hein. Je le disais hier, ce qui était la projection L'Échiquier du vent, je pense qu'il n'y a pas un seul pays au monde où le film va avoir une sortie traditionnelle.
c'est-à-dire commercial, sortir d'une salle de Paris, provincial. Il va exister peut-être des séances exceptionnelles, mais même aux États-Unis et en Angleterre. Et donc finalement, c'est là où il va avoir une vraie vie. Mais comme plein d'autres films, même je pense Bo Widerberg, je ne pense pas qu'il y ait des rétros en Suède ou à la Cinémathèque. Donc on a cette chance-là, donc il faut vraiment la prolonger et le prendre à bras-le-corps, parce qu'on voit que potentiellement, le public, il est là, il est disponible. Et autant que pour d'autres films, alors évidemment, on ne va pas se comparer au dernier Almodovar, Woody Allen, etc. On sait dans quel cours on joue, mais par rapport à toute une actualité générale, il y a autant de potentiel, voire plus. Donc autant en profiter et faire encore plus de patrimoine que vous en faites. On a droit à des prolongations, on est au bout des prolongations. Non, peut-être une dernière question. Moi, je voulais rebondir, Éric Millot, donc responsable du groupe Patrimoine Répertoire à l'AFCAE. Je voulais juste confirmer un peu ce que dit Vincent, c'est-à-dire qu'on a une chance inouïe dans notre pays, à la fois à travers, comme il le dit, les festivals, les salles, de pouvoir présenter ces films au public. Le public suit, il faut s'en emparer, parce que si la France est un pays cinéphile et qu'on est reconnu comme tel dans le monde entier, c'est parce qu'on a cette offre et cette capacité et qu'on est en mesure de former aussi notre public. C'est-à-dire c'est qu'à travers la découverte des films d'hier, on va former le public pour aimer aussi les films d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est essentiel, il faut absolument s'appuyer là-dessus, et ça fonctionne, et il ne faut pas désespérer, parce que même si c'est parfois difficile, le travail paye. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est juste il faut insister, et à un moment qu'on insiste, le travail va toujours donner du résultat. Et là où les salles, ils l'ont voulu, ça a fonctionné. Et montrer du patrimoine aux enfants jeunes aussi, puisque là, il y a quand même une génération qui n'a sûrement pas mis les pieds dans une salle de cinéma, qui n'en a pas eu les tout petits, depuis le confinement, et avec les disponibilités ou pas des parents, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont découvrir le cinéma là, ou qui l'ont découvert depuis la réouverture. Et je pense que c'est important aussi d'aller les chercher, de ne pas les laisser tomber, parce qu'il y a toujours des espèces de résistance de gens qui pensent que ça ne va pas leur plaire, parce que c'est parce que ça se passe dans les années 50, parce que c'est en Suède, ou parce que c'est du noir et blanc, ou parce que c'est du muet. Surtout, enfin, je sais bien que tous ici, vous le savez, et que c'est un peu une évidence, mais sincèrement, ce travail de montrer du patrimoine aux enfants les plus jeunes, c'est vraiment essentiel, je pense. Il faut faire confiance aux enfants. Oui, mais contre les parents ou contre les grands-parents. C'est ça le truc. Les enseignants aussi. Les enfants, ils sont là. Mais à 3 ans, tu ne vas pas au cinéma tout seul encore. Merci à tous. Merci à tous pour cet échange.